Merci donc à Innoformation de m'avoir invité à partager ce temps avec vous. J'espère que nous serons assez interactifs, même malgré les distances. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, puisque j'ai fondé Medieco en 1986. Donc, vous voyez que c'est pas tout jeune. Je suis médecin ORL. Alors, est-ce que ça passe? Je passe. Ah, ah, ah. Et alors, il faut que je fasse comme ça. Ah ouais, voilà, d'accord, ok. Ça y est, vous voyez bien la diapo. Alors donc, Medieco, ça veut dire écologie médicale. C'est donc une structure d'ingénierie de santé dans le bâtiment. C'est un nouveau métier et dans l'aménagement urbain. Un nouveau métier que j'ai structuré dans le cadre d'un master à Angers, risque en santé dans l'environnement bâti. Bon, moi je suis médecin ORL. J'ai exercé pendant 15 ans l'otorhinolaryngologie classique et ce qui m'a quand même pas mal interrogé, c'est l'augmentation des maladies allergiques, surtout chez les tout petits. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils deviennent tous allergiques, et qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils soient tous malades, qu'est-ce qu'on fait en amont? Et la problématique est là, c'est que donc, la médecine est très curative et très peu préventive. Donc, comme je dis, habituellement, je suis un médecin qui est mal tourné, qui maintenant a quitté le curatif pour s'intéresser au préventif, c'est-à-dire à être en amont de la maladie. Ça paraît plus intéressant d'empêcher certaines maladies, même si ça peut paraître très, très ambitieux, que d'attendre qu'elles se produisent et d'avoir après à les soigner. Voilà. Alors, donc, Medieco a plusieurs activités. On a assistant à maîtrise d'ouvrage pour des bâtiments de qualité santé. Donc, on apporte notre expertise sur les problématiques de santé tout au long d'un projet de construction ou de rénovation. C'est pareil pour l'aménagement des quartiers santé positive. On a aussi depuis longtemps, depuis plus de 20 ans et plus, une analyse de qualité santé des produits et équipements, des produits, des matériaux, des équipements, ça peut être le puits canadien, ça peut être des échangeurs, c'est très très éclectique. On a aussi monté quelque chose qui nous a paru important, parce que si on veut avoir des bons résultats in fine quand on livre un bâtiment, si la conception est bien pensée, et ça a bien évolué là-dessus, la phase chantier peut faire déraper les performances. Et donc, ça nous a incité à créer des sensibilisations, formation c'est peut-être un grand mot, sensibilisation des compagnons directement sur le chantier avec un atelier qu'on a appelé Herbat et qui est collé à une réunion de chantier, pour qu'on ait le maximum de participants, pour leur faire comprendre surtout 3 problématiques qu'on peut avoir sur les chantiers. Le problème de l'humidité sur les chantiers et donc la dégradation de la qualité de l'air intérieur avec la prolifération de moisissures et d'émissions de matériaux. La problématique de la ventilation, de la mise en œuvre de la ventilation correcte et la problématique des composés organiques volatiles par le risque de substitution des produits sur le chantier. Ensuite, on accompagne pour des mesures de qualité de l'air intérieur. On a développé différentes méthodologies et démarches. Par exemple, la démarche écrin que l'ADEME dynamise actuellement. Alors, écrin, ça veut dire, il faut s'accrocher, environnement, engagement à construire responsable pour un air intérieur sain. Bon, c'est un peu compliqué, mais donc c'est une démarche aussi qui accompagne le projet de l'analyse de site à la réception et même en exploitation les 6 premiers mois. Le circulaire, c'est un nouveau projet qu'on développe justement en Occitanie, qui est sur justement l'impact des matériaux de réemploi sur la qualité de l'air intérieur, parce qu'on parle beaucoup de réemploi, mais quid de la qualité de l'air intérieur? C'est pas parce qu'un matériau a 15 ans d'âge qu'il n'émet plus, donc il faut savoir, et c'est là qu'on va essayer de créer une méthodologie pour aider lors des diagnostics ressources, par exemple. Et on a un autre projet en Occitanie aussi qui s'appelle Crèche PE Free, c'est l'identification des perturbateurs endocriniens dans les crèches justement de Toulouse. Voilà. C'est un projet fait avec le CSTB et pour l'ADEME.
Bon, alors j'ai écrit pas mal d'ouvrages, livres, guides, plaquettes, bon, donc je ne vais pas faire plus loin là-dessus. J'ai créé avec les étudiants, donc c'était cette année, enfin 2021, c'était les 10 ans, un colloque qui s'appelle les défis bâtiment santé. Et donc, vous pouvez aussi aller sur ce site, alors qui est défi tout attaché au pluriel bâtimentsanté.fr, et vous avez tous les diaporamas qui ont été présentés sur les colloques depuis 10 ans. Donc, sur toutes les thématiques, la qualité de l'air, les écoles, la rénovation, l'innovation et la santé. Donc, voilà. Donc, ça, voilà. Je ne veux pas faire quand même trop long, mais c'est pour vous dire que c'est très large. Et donc, je suis à votre disposition, bien sûr, pour après échanger sur des thématiques qui pourraient vous poser question. Alors, donc maintenant, on va donc structurer, comme l'a dit Gaëlle, en plusieurs parties. Alors, puisqu'on va parler santé, la place de la santé à l'architecture, et bien justement, ça nous a intéressés, avec le Conseil national de l'ordre des architectes, d'essayer de voir quelle était la prise en compte de la santé par les acteurs du bâtiment, pas seulement les architectes. Alors, donc en 2021, ça marche mon truc, oui. En 2021, pour le colloque Les défis bâtiment santé, donc vous voyez ici, qui est soutenu par l'ADEME et le ministère de la Culture, on a fait une enquête qui s'appelle Diagnostic bâtiment santé, et avec l'Ordre des architectes et donc et Bâtiment Santé Plus, qui est l'association qui organise le colloque. On s'est fait aider par les étudiants juniors consultants, ils fonctionnent comme une entreprise, de l'École nationale de statistique et d'analyse de l'information pour cette enquête. Alors, vous avez tout le rapport qui est sur le site Défi Bâtiment Santé, à la première page. Vous pouvez télécharger à la fois la synthèse, si vous ne voulez pas tout lire, hein, et à la fois le rapport en entier. Alors, on va en parler un peu parce que c'est intéressant de voir comment vous, architectes, et tous les autres acteurs s'intéressent à la santé. Alors, nous avons fait ça, donc la diffusion du questionnaire a été faite à la fois par le Conseil national de l'ordre des architectes, par nous, par bien sûr pas mal d'organismes, l'ADEME, par le ministère de la Culture. Bon, c'est vrai que le canal du Conseil national de l'ordre des architectes a favorisé bien sûr les réponses d'architectes. Donc on a sur 320 réponses, des structures de... Alors, ça a été l'an passé, ça fait donc un an, hein, juste un an, que nous avons fait ça, pour le présenter au colloque qui a eu lieu en juillet 2021. Alors, on voit qu'il y a 35% d'architectes, 24% de bureaux d'études et 10% de maîtres d'ouvrage. Ça, c'est sûr que les maîtres d'ouvrage, c'est plus difficile à mobiliser. Au total, ces acteurs-là représentent 69%. Et après, on avait un petit peu filière produits construction, association. Après, c'était un peu plus diffus, mais on a considéré bien sûr tous les résultats et on les a analysés en fonction des acteurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sur cette thématique santé-bâtiment, la prise de conscience s'accélère. Donc, vous voyez, là, vous êtes là à cette formation. Gaëlle a parlé de l'importance de la formation et on va voir que là, quand même, c'est intéressant parce que ça a bougé depuis quelques années. Alors, dans ce questionnaire, alors, il y avait, vous voyez, on avait mis pas mal de choix. Au départ, il y avait une trentaine de questions. Et une des questions, bien sûr, quels sont les 4 critères majeurs qui guident les choix des acteurs du bâtiment? Alors, bien sûr, c'est très large, il y a la fonctionnalité, le coût global, le bilan carbone, enfin, tout ce dont on parle, le réemploi, la santé-confort, la durée du chantier. Bon, donc, on l'a fait très large volontairement. Et qu'est-ce qui est ressorti? Ben, les 4 critères majeurs pour l'ensemble des acteurs, après on va détailler, pour l'ensemble des acteurs, bon, 55%, donc 1 sur 2 disent que c'est santé et confort. Alors là, il y a peut-être un petit biais, parce que comme l'enquête s'appelait Diagnostic bâtiment santé, ils se sont dit qu'il faut leur faire plaisir, il faut répondre aux santé. Donc je pense que quand même, c'est un peu surévalué, mais enfin, bon, on en est conscient, mais quand même, je veux dire que ça n'a pas été du tout écarté. Alors, santé et confort, fonctionnalité, ce qui est quand même important, l'énergie, ce n'est pas étonnant, et le coût global. Donc ça, c'est pour l'ensemble des acteurs. Mais quand on considère, si on veut distinguer par exemple l'ensemble des acteurs
les architectes et les maîtres d'ouvrage, là, on voit apparaître des différences. Parce que ce qui est en bleu, c'est l'ensemble des acteurs, c'est les chiffres que je viens de vous donner. Mais on voit que pour les archis, la santé, c'est 48%. On comprend très bien que pour les archis, la fonctionnalité, le premier, c'est tout à fait normal, ainsi que pour les maîtres d'ouvrage, donc ça c'est normal. Ensuite, l'énergie. Alors, l'énergie, ça intéresse un peu moins les archis, puisque c'est surtout le maître d'ouvrage. Le coût global, ben, c'est sûr que le maître d'ouvrage y est sensible. Et l'architecte fait ressortir, bien sûr, l'esthétique, l'insertion architecturale urbaine et paysagère, ce qui aussi ne surprend pas, et l'éco-conception. Donc, en revanche, le maître d'ouvrage, bien sûr, met le coût d'investissement. On comprend très bien ces réponses, mais finalement, dans la globalité, c'est quand même assez intéressant et la santé est vraiment présente, sauf pour les maîtres d'ouvrage. Donc, vous voyez que les maîtres d'ouvrage, eux, n'ont pas choisi la santé dans les 4 critères. Bon. Alors donc, on a à convaincre encore de l'importance du bâti sur la santé des usagers, surtout les maîtres d'ouvrage qui sont quand même à l'origine de la commande. Donc voilà. Alors, une autre façon aussi de voir qu'on a quand même, on progresse, c'est qu'avant 2000, quand on demandait combien il y avait d'acteurs du cadre bâti qui intégraient la santé dans les projets, avant 2000, on n'avait que 25,6% d'acteurs qui intégraient la santé. Et depuis 2015, c'est quand même intéressant, 15 ans après, eh ben, il y en a 41%. Donc ça, c'est quand même intéressant. En poussant un peu, il faut espérer que la santé ne soit pas qu'un élément de programme, mais une composante intrinsèque de la construction, de la rénovation. Donc ça, c'est quand même, ça donne de l'optimisme. Et donc, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui eh bien, s'inscrit bien dans cette évolution. Alors, là, c'était quels sont les 4 critères pour choisir dans le qui sont prioritaires quand on construit. Là, maintenant, c'est les 4 critères de santé prioritaires. C'est-à-dire, on en a sélectionné quelques-uns, et parmi ceux-là, comme je vous ai mis en face, quels sont les 4 prioritaires. Alors, les 4 prioritaires, pour l'ensemble des acteurs, alors je crois que là aussi, on va le voir, mais il y a un effet Covid. Hein. C'est vrai qu'on nous attend. Vous savez, à chaque épidémie de grippe, on apprend quelque chose. À la grippe H1N1, on avait appris à se laver les mains. Bon, avec le Covid, on a appris à ouvrir les fenêtres. Donc, on a appris qu'il fallait quand même renouveler l'air. Donc, il n'est pas normal que la qualité de l'air soit, au niveau de tous les acteurs, assez haut placée. Par contre, on voit que les archis, bien sûr, privilégient orientation, ensoleillement et lumière, ce qui est normal. Bien sûr, la qualité de l'air est en second pour eux. Ensuite, le confort thermique, l'acoustique. Et pour les architectes, on voit bien la place aussi du lien avec la nature. Donc, on voit quand même que, de manière globale, c'est les 4 thèmes, la qualité de l'air, tout ce qui est lumière, tout ce qui est confort thermique, acoustique. Alors finalement, c'est vrai que là-dedans, on voit bien que la qualité de l'air intérieur est primordiale, mais que tous les sens sont concernés et participent à la qualité sanitaire de l'espace, que ce soit bien sûr sensibilité thermique, la sensibilité lumière et acoustique. Voilà. Alors, ensuite, on avait posé comme question que les personnes classent les facteurs de risque sanitaire dans le bâtiment. Alors, donc, l'ensemble des acteurs ont mis en premier l'absence de renouvellement d'air, ça nous a fait plaisir, l'humidité, ce qui est bien, parce que justement, l'humidité, on ne se rend pas compte, mais c'est un facteur d'augmentation des émissions de tous les matériaux, en plus de, bien sûr, de favoriser la croissance des moisissures, qui sont, elles aussi, un facteur de dégradation de la qualité de l'air, par les spores de moisissure qu'elles libèrent, mais aussi par les composés organiques volatiles libérés par les moisissures. L'odeur de moisi, c'est les composés organiques volatiles. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, l'ensemble des acteurs, les émissions de produits de construction et d'ameublement.
encadre la pollution de l'air extérieur. C'est vrai que construire en zone très polluée, maintenant nous avons les zones à faible pollution, qui sont créées, mais bon. Et après, l'absence de maintenance des équipements et le radon, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le radon, mais le radon est un gaz radioactif naturel. Vous voyez que tout ce qui est naturel n'est pas bon. Il faut arrêter cet amalgame, c'est naturel, c'est bon. Le radon est un gaz naturel qui est émis surtout dans les zones granitiques, donc la Bretagne, l'Auvergne, les Pyrénées, les Vosges. Bon, toutes les zones n'ont pas, toutes les communes ne sont pas exposées au radon. Bon, c'est un peu normal qu'il soit un dernier parce que ça ne touche pas tout le monde. Ce qui est un peu gênant, moi j'aurais bien mis l'absence de maintenance des équipements avant la pollution de l'extérieur, parce que ça c'est quand même majeur, puisqu'en France on installe le tout, on n'entretient rien. Et là quand même, c'est là qu'on voit que les acteurs qui sont concernés par l'absence de maintenance des équipements, et bien, le remontent, vous voyez, les diagnostiqueurs, les sociétés de contrôle, les assurances, le mettent en 3 et mettent la pollution de l'air extérieur plus à la fin. Et les entreprises de construction, d'installation, maintenance, je suis bien contente aussi qu'ils montent un peu plus haut l'absence de maintenance. Donc ça, c'est quand même important parce que moi, je pense que la maintenance de certains équipements, notamment de ventilation, devrait être obligatoire. Bon, vous savez qu'avec la RE 2020, grand miracle, on va contrôler à réception des logements neufs, vous voyez, c'est très limité, le fonctionnement de la ventilation par la mesure des débits. Parce qu'on mesure l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, mais il serait obligatoire de mesurer le fonctionnement des équipements de ventilation à réception. Et on pourrait faire mieux, obliger une maintenance de ces équipements au cours de la vie du bâtiment. Ça serait quand même important parce qu'on a quand même des dégradations importantes. Voilà, ça c'est ton premier panorama. Alors, on avait posé des questions pour savoir si, avec la Covid, il y avait eu des modifications de vision, de changement de vision de la santé. Effectivement, alors là, c'est surtout la maîtrise d'ouvrage qui a été le plus influencé par la Covid. Et on le comprend un peu, parce qu'avec le télétravail, ça change un petit peu l'investissement foncier et immobilier. Donc là, eux, ils sont très marqués. Et après, tout le monde est à peu près dans un mouchoir de poche, les bureaux d'études, associations, les architectes un peu plus bas. Mais bon, ce qui ressort là, c'est surtout, bien sûr, la maîtrise d'ouvrage qui a peut-être sa vision qui a été modifiée. Alors, sur quelle thématique de santé? Alors ça, c'était des réponses spontanées. Alors, on espérait ne pas en avoir beaucoup. Eh bien, on en a eu beaucoup. Alors, en réponse spontanée, dans une enquête comme ça, c'est toujours difficile après à traiter parce qu'il faut les lire toutes, les classer. Et donc, sur les 320 réponses, on en avait plus de la moitié qui avaient donné des avis très intéressants et qu'on a regroupés. Et la plupart, donc, concernaient la qualité de l'air et la ventilation. Donc ça, on voit que la ventilation, le renouvellement d'air, le Covid a quand même apporté une modification de vision. Et bien sûr, sur tout ce qui est conception des bâtiments, l'espace, la surface, la lumière, l'ouverture sur l'extérieur, les gens ont manqué de balcons, ont manqué de contact avec la nature, les usages des locaux. Donc on voit qu'il y a deux thématiques importantes qui ont été modifiées par la Covid, c'est certains éléments de conception du bâtiment et la qualité de l'air et le fonctionnement de la ventilation. Après, il y a d'autres, la dimension psychosociale, bien sûr, qui n'a pas été, bien sûr, absente. Alors, dans ce cadre de la Covid, on a demandé quelles solutions les répondants pensaient efficaces pour limiter l'infection contagieuse, que ce soit virale, bactérienne ou autre. Alors, bien sûr, la plupart des acteurs ont dit l'aération par les ouvrants. Ben, on nous l'a tellement dit que, quand même, à force, c'est passé. La ventilation mécanique, la filtration de l'air. Ça, c'est davantage pour l'air extérieur, mais bon, l'épuration de l'air, le recyclage de l'air. C'est vrai que j'étais contente quand même que l'épuration, parce que
vous savez, on parle beaucoup, moi je préfère dire épuration de l'air que purificateur de l'air. Et comme on a tellement parlé de ces purificateurs d'air, je suis contente quand même que les répondants ne le mettent pas quand même en premier, parce que d'abord, il faut quand même avoir des solutions simples d'usage et d'entretien pour répondre aux problématiques, plutôt que d'avoir des réponses de technologie qui et qui ont un effet partiel. Donc là, on a été très satisfait de voir cet ordre de réponse pour les solutions. Voilà. Alors, le problème, et là, c'est très bien, puisque justement, ILO Formation diffuse l'information. C'est vrai que le problème, c'est qu'il y a certains acteurs clés qui ne sont pas assez informés ou formés, et ça, c'est encore le problème résiduel. Alors, sur la formation, on leur demandait est-ce que vous avez eu des formations. Enfin, je vous le fais simple, mais dans le rapport, vous l'avez un petit peu plus compliqué pour voir s'ils avaient fait plusieurs formations, s'ils en avaient. Bon, l'ensemble des formations, des participants, à peu près 65% des acteurs avaient une certaine formation. Bon. Les bureaux d'études environnementales, un peu plus, 73. Les architectes, on voit 66%, c'est pas mal. Par contre, voilà, le problème, c'est que les maîtres d'ouvrage ne sont pas assez formés. Dans les participants qui avaient acquis une certaine sensibilité à cette thématique santé-bâtiment, c'était surtout par la formation continue. Donc, vous voyez, ILO Formation peut continuer à bien bosser. Il y a du boulot. Donc, c'est vrai qu'il faut que… Là, c'est bien de faire des formations qui intéressent les archis, mais je pense que il faut trouver une astuce pour former les maîtres d'ouvrage, parce que c'est eux qui définissent les objectifs du projet. Et s'ils ne mettent pas la santé dans les objectifs du projet, après, la réponse va s'adapter au programme. Donc ça, je pense que là, il faut trouver un biais. Je ne sais pas si nos formations, c'est ses objectifs, mais je pense qu'il faudrait quand même davantage toucher les maîtres d'ouvrage. Hein. Donc ça, c'est un sujet important. Voilà. Donc, c'était pour vous dire, vous voyez, que cette formation que l'on fait ce soir s'inscrit quand même dans une prise en compte qui est bien engagée par la maîtrise d'œuvre, par les architectes, et qui doit toucher un peu plus la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Bon, alors c'est bien, on parle de santé, on vient de dire, mais qu'est-ce que c'est la santé? Alors ça, bien sûr, j'aurais aimé attendre vos réponses. Ça, c'est l'avantage et inconvénient du distanciel, c'est que c'est pas trop interactif. Alors, c'est dommage, mais voilà. Qu'est-ce que c'est la santé? Alors, en principe, j'aime bien que les gens me disent leur avis avant que je donne la réponse. Mais bon, alors on va faire comme si vous répondiez. Alors, en principe, souvent, on va me dire ah mais oui, mais la santé, c'est pas de maladie, pas d'infirmité. Voilà. Et non, ça c'est une définition négative et c'est pas ça la santé. Alors on va voir qu'on a évolué on est à partir de l'absence de maladie et maintenant on a même sauté un cran et on la considère comme une véritable ressource. Alors, on explique. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir une définition holistique, globale de la santé. Alors, la santé, je viens de vous le dire, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité. Bon, et alors si ce n'est pas ça, c'est quoi? Alors, il y a un mot qui est galvaudé, qui est le mot bien-être. Être bien, c'est être en bonne santé. Bon, mais comme le bien-être, il y a des instituts de bien-être, on vous le vend, tout ça, on ne se rend pas compte que c'est en fait la définition de la santé. Alors, c'est être bien. Cette définition, elle a quand même 75 ans et plus, puisqu'elle a été faite en 1946 par l'Organisation mondiale de la santé. Vous vous rendez compte le temps pour que les messages passent, le temps qu'il faut pour que les messages passent, hein, pour arriver à parler de la santé en dehors de l'absence de maladie. Or, avec la Covid, ça n'a pas été formidable parce que justement, là, on voyait où on était Covid, où on était en bonne santé. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, la santé est un état de bien-être et surtout, on va le voir, et c'est là que vous, en tant qu'archi, je suppose que la plupart des participants sont architectes ou sont dans la maîtrise d'œuvre, il y a plusieurs niveaux. Alors, on va commencer par le plus bas, bien sûr, le physique. On va le détailler. Après, le psychique, c'est-à-dire il faut être bien
sur le plan physique, il faut être bien sur le plan psychique et social. Alors, vous allez dire, alors finalement, ça ne va pas arriver souvent d'être en bonne santé s'il faut être bien sur ces 3 plans. C'est vrai, mais en fait, il faut tendre vers ça. Et le bâti doit apporter justement des réponses à ces niveaux de besoins. On va le voir. Alors, vous voyez qu'après, 40 ans après, l'Organisation mondiale de la santé a amélioré sa définition de la santé en 86 pour dire, bon, d'accord, individuellement, c'est un état de bien-être, mais en même temps, c'est d'être en forme, d'être pas malade, d'être bien, c'est une ressource de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si les gens sont en bonne santé, eh bien, le développement social va pouvoir être amélioré, économique, individuel. Donc, c'est important de voir qu'on favorise avec quelqu'un qui a toute une population qui est en bonne santé, va améliorer tous ces plans économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux. Donc voilà, c'est quand même intéressant de le voir vraiment de manière très positive, alors qu'au départ, la définition de la santé est très négative, absence de maladie ou d'infirmité. Donc voilà la définition, une première définition de la santé. Alors il y en a une autre qui est intéressante, qui a été donnée par les physiologistes américains il y a déjà quelques années. C'est que l'être humain dépend de son environnement. Donc, comme on dépend de notre environnement, il faut qu'on, bien sûr, on s'adapte et on peut être vulnérable aux caractéristiques de nos espaces de vie. C'est ce qu'on va voir dans le bâtiment. Donc, en fait, la santé, c'est une adaptation réussie. C'est-à-dire que face à toutes ces sollicitations environnementales qu'on va voir, eh bien, si on s'adapte en permanence. Si on est dans une salle très bruyante, on va s'adapter. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, mais si ça ne dure pas trop longtemps, on peut s'adapter et finalement, on n'a pas de symptômes, on n'a pas de problème. Et quand on ne peut plus s'adapter, c'est là qu'on peut avoir des déficiences et avoir des affections. Alors donc, l'homme, il est coincé entre l'environnement qui nous sollicite, et on va voir comment, et des besoins propres. On va le voir. Donc, on va analyser ce qui nous vient de l'environnement et les besoins que nous avons. Et donc, il faut qu'on essaie de répondre au mieux dans le bâti à cette double sollicitation, ce double impact. Voilà. Alors, comment l'environnement nous sollicite? C'est-à-dire, nous, on est là dans le bâti, tous les humains, et qu'est-ce qu'on reçoit dans ce bâti? Alors, on reçoit, bien sûr, on respire. Alors ça, on va le voir, la respiration, on respire 100% du temps. Je vais faire un petit topo sur l'air. Donc, on respire 100% du temps. C'est inconscient. Quand on mange, bien sûr, on est conscient et on ne mange pas tout le temps. Donc, c'est totalement différent. Et c'est tellement banal de respirer que finalement, on oublie. Et quand vous rentrez dans un bâtiment, vous ne demandez pas alors est-ce que l'air est inhalable là. Par contre, quand vous buvez une bouteille d'eau, vous regardez si elle est potable. Bon, donc ça c'est important parce que c'est insidieux et comme justement on ne s'en rend pas compte, eh ben, ça permet des expositions que l'on ne contrôle pas automatiquement. Alors ensuite, on est exposé à l'environnement par notre sensibilité générale. Alors on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissiez le sensoriel, d'accord. La sensibilité générale, on va voir qu'est-ce que c'est. Bon, bien sûr que dans le bâtiment, on va boire de l'eau. Je n'ai pas mis l'alimentation, parce que l'alimentation, elle n'est pas liée au bâtiment, tandis que l'eau qui est apportée dans le bâtiment va passer dans des tuyaux, et bien sûr qu'elle va être impactée par la qualité du bâti. Et ensuite, l'environnement électromagnétique, on en parle pas mal, que ce soit tout ce qui est lié à l'électricité, 50 Hz, donc c'est les radiations non ionisantes, avec aussi les hyperfréquences, les radiofréquences. Bon, ce n'est pas le sujet de cette formation, mais s'il y a des questions, je répondrai volontiers, si on a le temps. Et puis après, les radiations ionisantes, bien sûr, les rayons X, les ultraviolets, tout ça qu'on peut avoir dans le bâtiment. Alors, donc on a ça, mais surtout, il faut détailler c'est ce qui est compris dans la sensibilité générale. En fait, c'est notre peau. Notre peau, c'est 2 mètres carrés en contact avec notre environnement, alors que le poumon, c'est quand même 75 mètres carrés. Vous voyez, le poumon, 75 mètres carrés, la peau, 2 mètres carrés. Bon, c'est quand même une échelle totalement différente, mais la peau, elle est quand même très importante
pour explorer notre environnement, on passe avec la main et donc on sent les vibrations tactiles. Notre peau va nous permettre de contrôler et de connaître la température et la douleur, le froid, le chaud, l'humide et le sec. Donc, vous voyez, on parle de confort thermique. Moi, j'aime pas tellement le terme confort, parce que c'est pas du confort, c'est un besoin. Hein. Donc, on est sollicité sur ces thématiques. C'est pas uniquement, il faut que ça réponde à nos besoins. On va le voir. Alors, dans la civilité générale, il y a ce qui est cutané, externe, comme vous voyez, extéroceptive, c'est-à-dire à l'extérieur. Et puis, il y a une perception qui est plus intérieure. Et là, vous, en tant qu'archive, il est très important parce que le sens spatial, eh ben, que ce soit dans le mouvement ou pas, conscient ou pas, eh ben, c'est très important. C'est pour ça que souvent, on ne s'occupe pas du volume dans les bâtiments. On considère que la surface, c'est-à-dire on nous vend des mètres carrés, il faudrait qu'on nous vende des mètres cubes. Ça correspondrait davantage à nos besoins, et parce que nous avons besoin d'un espace. On vit dans un volume. Donc ça, c'est hyper important, et avec le mouvement, parce que le volume, on l'apprécie en bougeant. On va le voir. Alors, ça, c'était la sensibilité générale. Et puis, bien sûr, voilà. Excusez-moi, je n'ai pas arrêté ça. Alors, la sensorialité, on a donc le toucher. Bon, ça, dans le bâtiment, on nous a tellement appris qu'il ne fallait rien toucher, donc finalement, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, dans les bâtiments accueillir des enfants, c'est hyper important parce que l'enfant explore son environnement par le toucher. C'est son premier sens développé. Donc, c'est vrai que pour les bâtiments, pour les enfants, c'est quand même important de changer les variations tactiles. Mais bien sûr, avec les problèmes d'hygiène, alors il faut que tout soit lisse. Donc, il faut quand même réfléchir, de garantir quand même un petit peu l'hygiène, mais aussi en offrant un environnement tactile différent. Le toucher, ce n'est pas que les mains, hein, c'est les pieds aussi. Donc, les pieds, la perception qu'on a sous nos pieds. Donc, c'est vrai que des revêtements de sol un peu différents sont très bien, surtout pour l'enfant, quand il commence à apprendre à marcher. Bien sûr, avec ses pieds, il prend son équilibre. Et donc, d'avoir de différentes sensations, que ce soit du carrelage, du lisse, de la moquette, c'est quand même très important, c'est très enrichissant. Mais bien sûr, ce n'est pas un sens. Vous n'avez pas, par exemple, dans les ciblages QE, confort tactile, ça y est pas. Hein. Bon, mais par contre, vous avez confort visuel. Bien sûr, la vision est très importante, mais vous allez voir, après on développera je ferai des petits zooms après en dernière partie, et bien sûr sur la lumière et ce fameux confort visuel la lumière ne sert pas qu'à voir, mais à régler tout notre système neurovégétatif, on en parlera. C'est pareil pour l'audition. Tout ce qui nous arrive par les sens ne s'arrête pas à la perception. Ça donne des informations à notre organisme entier, entre autres système neurovégétatif, et donc ça va impacter le rythme cardiaque, ça va impacter différents organes. Donc, vous voyez, le sensoriel ne se limite pas à l'information qu'on a de l'environnement, mais va impacter sur le fonctionnement de notre organisme. Et l'odorat, bien sûr, alors, quand je vois les projets, souvent, quand il y a confort olfactif, ça se résume à limiter les mauvaises odeurs, le local poubelle, c'est quand même très limité notre prescription sur l'olfactif. Et de l'autre côté, il y a un danger parce qu'on est victime du marketing olfactif, on nous vend des odeurs soi-disant agréables. C'est là qu'il faut avoir un équilibre, bien sûr, parce que trop de sensations olfactives, c'est supporté par des composés organiques volatiles qui peuvent être irritants. Donc voilà, on a un équilibre un peu difficile là, entre bonnes et mauvaises odeurs, et c'est pas simple. Voilà. Et tous ces sens, bien sûr, vont retentir, vont donner des informations sur le système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est le pilote automatique de notre organisme. En ce moment, vous avez votre intestin qui se contracte, votre vessie qui se remplit, vous vous en occupez pas, tout ça se fait automatiquement. Quand vous êtes dans le coma, on dit il est à l'état végétatif, et bien voilà, il a tout ça qui fonctionne, il n'est pas conscient, mais bien sûr que le système urinaire, digestif fonctionne, respiratoire, cardiaque, et donc tous ces sens vont retentir sur le pilote automatique de l'organisme. Bon, voilà, donc voilà comment l'environnement nous sollicite. Bien. Alors maintenant, face à ça, quels sont les enjeux et les défis de la relation bâtiment-santé? Alors c'est vrai que
il va falloir que dans nos bâtiments, on essaie de traiter au mieux les informations qui nous viennent de l'environnement, on vient de les voir, et aussi de répondre aux besoins humains. Rappelez-vous, le schéma, il y avait la tête du bonhomme, d'un côté il y avait les besoins, de l'autre côté il y a les sollicitations environnementales. Donc là maintenant, il faut qu'on réponde aux besoins humains. Alors, si pour qu'on arrive à ce bien-être, eh bien, il faut que nos espaces bâtis répondent aux différents besoins. Alors, quels sont-ils? Tout à l'heure, j'ai dit c'est la santé, c'est un bien-être physique, psychique et social. Alors, si je regroupe physique, c'est large. Physique, c'est tout ça. C'est besoins physiologiques, on va le voir. C'est-à-dire physiologique, on ne peut pas vivre sans. Hein. Sensoriel, on vient d'en parler un peu, et sensible, je viens de vous parler de la sensibilité générale. Donc ça, tout ça, c'est les besoins physiques. Après, psychologiques et sociaux, voilà. Donc là, il faut qu'on réponde à ces besoins-là qu'on va détailler. Alors, physiologique, c'est quoi? Bien sûr, c'est un, respirer. Deux, c'est boire. Manger, bon, ben, c'est sûr que le bâti, on ne va pas lécher les murs, on ne va pas manger des éléments du bâti, mais dans le bâti, on va manger. Bon. Alors, quelque chose d'important, c'est éliminer. Alors, c'est pas très fun, c'est pas très glamour de parler des toilettes, mais je pense que là, on a un effort à faire, on va en parler. Se mouvoir, bien sûr que c'est indispensable. Le mouvement est indispensable à l'homme et surtout aux enfants. Donc, se mouvoir. Et aussi, il faut se reposer et dormir. Donc voilà, là, le bâtiment, il faut vraiment, c'est le b.a.-ba, il faut répondre à ça. Donc, pour permettre aux gens de bien respirer, de bien boire, de bien éliminer, de bouger, de se reposer et dormir. Bon. Ensuite, bon, le sensoriel, ça vous le comprenez, ça vous avez l'habitude, voir, entendre, sentir, toucher, goûter. Bon, bien sûr, vous n'allez pas, le goût dans le bâtiment, c'est pas gros, c'est pas très exploité et c'est pas très exploitable, mais voilà. Donc c'est le côté sensoriel, ça, rien de nouveau. Et ensuite, sensible, eh bien, on vient de le voir, température, hygrométrie, espace et ce qui est au niveau électromagnétique. Voilà. Donc là, on est dans les besoins physiques. Maintenant, dans les psychologiques, et c'est là que c'est important, parce qu'on ne va pas faire des bâtiments rien que basés sur les besoins physiques. Il est important que le bâtiment offre de l'intimité, de la sécurité, de la tranquillité, mais stimule aussi, soit esthétique, donne une certaine émotion, permette la créativité, le jeu, l'adaptabilité, la biophilie, ça c'est quelque chose qui a été très important pendant la Covid, le contact avec la nature, le besoin de nature, l'estime, etc. Bon, la liste, on pourrait l'allonger, je pense que vous avez encore d'autres idées là-dessus, mais je pense que là, il faut vraiment y réfléchir et on ne peut pas le passer parce que bien sûr, souvent, quand vous voyez, bon, par exemple, la démarche HQE, il n'est pas question de confort psychologique, hein, on n'en parle pas. Hein, bon. Ni même, on ne parle pas des besoins sociaux. Et l'homme est un animal social, donc on a besoin de convivialité, de liens, de partage, d'intergénérationnalité, de service, d'appartenance. Bon, vous voyez, tout ça, on peut le développer. Donc, je pense qu'un projet de bâtiment est réussi si, bon, peut-être qu'on ne va pas tout traiter, mais au moins qu'on choisisse des points sur ces thématiques pour les mettre en valeur dans la réponse que l'on va donner. Bon, donc, alors, maintenant qu'on connaît à la fois les sollicitations environnementales et les besoins humains, maintenant, à vous de jouer et c'est à vous de nous bâtir la santé. Et vraiment, vous avez des clés importantes comme bâtisseurs de santé de ce qu'on va voir. Alors, si nous reprenons les besoins, on a besoin de vous pour les traduire dans les espaces bâtis. C'est vous qui allez faire la traduction. Alors, si on prend les physiologiques, on a tout ça. Qualité de l'air, qualité de l'eau. Alors, qualité de l'air, on en parlera. Hein, on développera ça. Permettre l'agriculture urbaine, c'est manger. Hein. Design actif, c'est faire bouger les gens. Maintenant, c'est vrai que vous avez dû voir des projets où on valorise la cage escalier, on met l'ascenseur dans un petit coin qu'on ne le voit pas d'emblée et on donne envie de prendre les escaliers, au moins pour ceux qui le peuvent. On les rend conviviaux, on les éclaire. Donc, ce design actif est important pour faire bouger les gens, puisque bien sûr, vous savez, on est une société de sédentaires.
de calme, on doit apporter du calme, les sanitaires, les eaux usées, les déchets. Tout ça, c'est éliminé. Donc, ça, c'est les besoins physiologiques. Alors, on va un petit peu parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur parce que, franchement, là, avec le Covid, alors là, ça a été top, hein, c'est les toilettes scolaires. Bon, je parle donc des sanitaires. Alors, bien sûr, ça, mettre dans un projet architectural, mettre en valeur les toilettes scolaires, les toilettes, c'est vrai que c'est pas fun, quoi, hein. Mais franchement, c'est un problème de santé majeur. Parce que les toilettes scolaires, quand j'ai vu les contraintes qu'il y avait avec le Covid, en disant qu'il fallait que les enfants se lavent les mains X fois, il n'y a presque pas de robinet. Alors, déjà, j'avais calculé qu'il fallait 15 minutes à chaque fois pour une classe pour que les enfants puissent se laver les mains. Bon, avec le nombre de robinets qu'il y avait. Bon, donc, ça, c'est un exemple. Mais un tiers des élèves ne fréquentent pas les toilettes des établissements scolaires. On croit rêver parce que le nombre est insuffisant, ils sont éloignés des classes, il n'y a pas de papier hygiénique, il y a l'odeur parce qu'il n'y a pas de ventilation, c'est sale, peur, manque d'intimité. Bon. Là, il y a une étude qui a été faite, qui est très intéressante, par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement en 2007 et 2013, et qui reprend tout ça. On a fait une année, en 2014, le colloque Les défis bâtiments santé sur les toilettes scolaires, sur les bâtiments scolaires, et on a un médecin scolaire. Le diaporama est accessible sur le site Défis bâtiments santé. Un médecin scolaire qui a fait ce sujet, mais c'est impressionnant. Donc le diaporama, vous pouvez le consulter. Alors, lavage et séchage des mains est négligé. Bon, d'abord, eau froide, les lavabos ne sont pas adaptés, les boutons de pression sont trop durs, il n'y a pas de savon, on ne peut pas s'essuyer les mains. Vous savez que les mains non essuyées, il y a autant de bactéries que si vous ne les avez pas lavées. Hein. Bon, donc, il y en a des fois encore plus. Bon, parce que bien sûr, avec l'humidité, il y a des bactéries qui vont pouvoir se développer. Bon. Alors, mais le plus grave, c'est que, surtout pour la petite fille, il y a des infections urinaires et vaginales. Averroux, c'est un pédiatre, professeur de pédiatrie, et une incontinence urinaire qui commence déjà chez les enfants au collège. 9,5% des filles ont une incontinence urinaire parce qu'elles vont aux toilettes le matin en partant de chez elles et le soir à 17h. Et la vessie, il faut la vider de 3 heures. Eh bien, les enfants ne peuvent pas le faire, donc la vessie se dilate, et après, bien sûr, eh bien, elle ne retient pas bien l'urine. Et ça, elle risque de le garder vie entière, et ça va s'aggraver avec les grossesses. Donc, on croit, il y a des fois, on rêve quand on voit ça. Hein. On est un pays en voie de développement. Hein. Alors, des pathologies digestives et infectieuses. Chez les petits garçons, c'est avantage de constipation chronique, des douleurs abdominales, parce que bien sûr, ils ne vont jamais à la selle au collège, et des gastro-entérites. Alors, vous voyez, par exemple, c'est un petit exemple de toilette, au lieu de faire des batteries de toilettes en bout d'un couloir, ce qui est bien, c'est de le faire entre les classes, de mettre un point pour se laver les mains, 2 classes, une porte de chaque côté. Pourquoi c'est bien? Parce que les enseignants ont la responsabilité des enfants et ne peuvent pas laisser un enfant seul quand il demande madame, je voudrais aller aux toilettes. Alors elles disent non, parce qu'elles ne peuvent pas laisser toute la classe pour accompagner cet enfant et vice-versa. Donc elle dit non, parce qu'elle ne peut pas. Et alors que là, s'il y a une toilette juste à côté, eh ben, l'enfant va aux toilettes. Bien sûr, ça coûte un peu plus cher, mais quand même, ça vaut le coup d'éviter toutes ces pathologies. Et donc, l'enfant, elle est aux toilettes, elle surveille du fond de la salle de classe, à la fois la classe et l'enfant qui va aux toilettes. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve tellement incroyable. On va parler de thématiques énergétiques, mais attendez, d'abord que les bâtiments, surtout scolaires, répondent aux besoins humains. Voilà. Donc, je m'excuse, ce n'est pas un sujet glamour, mais il faut l'aborder. Alors, maintenant, il va falloir travailler aussi sur le sensoriel. Donc, là, bon, c'est un sujet un peu plus connu pour vous. Lumière, couleur, facilitation visuelle, son, odeur, texture, nourriture. Bon, bien sûr, ce n'est pas le sujet majeur. Mais voilà, donc ça, l'avantage, c'est plus connu. Sensible, les surfaces, les volumes.
Hein. Donc ça, vous en êtes conscient. Alors, surface et volume, bien sûr, les salles de classe, je reprends des exemples de salles de classe. Alors, ça a été bien. Le Covid, alors là, les enfants ont été écartés quand on voit la densité qu'il y a. C'est impressionnant parce que les enfants sont les uns sur les autres. C'est vrai que tout ce qui est thématique, en fait, pour les établissements scolaires, il n'y a pas de normes. C'est simplement un rapport de 1989 qui est toujours en vigueur, qui donne des références de surface, mais ce n'est pas du tout une norme, une réglementation, c'est simplement une suggestion. Alors, donc je vais on va voir un petit peu les surfaces de classe. En France, comment les surfaces de classe, regardez un peu la France, comment on est positionné. La surface qu'on a par élève en mètre carré. On est vraiment un peu à la traîne. Hein. Bon. Et ça, c'est l'UNESCO qui donne ça. L'étude est déjà ancienne, mais ça, c'est pas rangé. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a une surface étriquée, un volume une hauteur sous plafond insuffisante, une promiscuité, une densité. Voyez un peu l'évolution entre 1950 et ce fameux guide de construction des écoles de 1989. On voit que bon, les classes, elles ont baissé de taille, elles ont baissé de volume, bien sûr, puisqu'on a des hauteurs sous plafond qui sont plus basses. On a plus d'enfants. Donc, du coup, eh ben là, vous voyez, ils ont 2 mètres carrés. Là, c'est 89. Vous voyez, là, l'autre étude était 86. Donc, encore, ça a baissé entre ce qui était rentré dans l'étude de 86, donc qui étaient des données antérieures, certainement 5 ou 6 ans avant 89, et vous voyez, en 89, 2 mètres carrés, et si on enlève le mobilier, on n'a plus qu'1 mètre carré par enfant. Donc là, quand même, il faut arriver à comprendre qu'on peut mieux faire, et on n'a pas de difficultés. Hein, et ça, alors, il y a une petite préoccupation. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, mais il y a eu une enquête, Bâtir École, éducation.gouv.fr, vous pouvez aller voir. Je ne sais pas ce qui va sortir. Moi, je participe à cette enquête. Je n'ai pas vu encore de documents qui traduisent ce qui est sorti, mais là, il faut absolument, en tout cas, bouger, parce que quand même, il faudrait qu'on se rende compte que ces pauvres enfants, ils sont les uns sur les autres. C'est-à-dire que, vous savez qu'on a les lois des distances, hein, 40 cm autour de nous, c'est ce qu'on appelle la sphère de l'intime. Bon, ok. Après, 1,20 m, c'est la sphère personnelle. Ça, c'est bien parce que maintenant, avec la Covid, les gens ont compris qu'il fallait quand même garder une petite distance, même si on peut avoir une certaine convivialité. Vous voyez, la sphère personnelle, c'est 1,20 m. Après, la sphère sociale, jusqu'à 3,50 m, et publique au-delà de 3,50 m. Bon, ça veut dire que dans beaucoup de salles de classe, ben, les gens, les uns sur les autres, et bien sûr qu'ils sont dans la sphère personnelle. Donc, la surface des classes implique une promiscuité telle qu'elle oblige chacun à partager la sphère de l'intime. Il y a des enfants, ils sont à moins de 40 cm. Et en même temps, vous participez à tout. Alors, la respiration, ça n'est aperçu. Hein, ça, c'est l'avantage Covid. Mais aussi les odeurs, les bruits. Enfin, c'est quand même, je trouve que quand même, là, il manque une autre réflexion, que peut-être ça va changer, mais quand même, en tout cas, il faut y penser à offrir un petit peu, tenir compte de ces fameuses distances de la proxémie. Alors, donc là, on vient de voir ça. Maintenant, si on passe au psychologique, c'est la végétation. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup de données qui sont intéressantes. Vous avez ce schéma, je l'ai repris d'un document qui a été fait, Environnement et Société, je l'ai un petit peu modifié. Mais c'est vrai que, regardez les espaces verts, ça joue sur tout, sur la santé physique, sur tout ça, maladie cardiovasculaire, l'ambiance sonore, les allergies, bon, bien sûr, là, c'est en bien ou en mal, toxicité végétale, obésité, c'est-à-dire, là, j'ai mis des petites flèches, quand elles sont vers en haut, c'est que ça améliore, et quand c'est vers en bas, ça diminue. Si, justement, on n'a pas assez d'espace vert, eh ben, on va avoir un impact sur la maladie cardiovasculaire. Bon, donc, elle participe aussi à une ambiance sonore de qualité. Voilà, donc vous avez santé physique, vous avez santé psychique. Ça diminue le stress, ça augmente, ça améliore l'humeur, la concentration, la sécurité, la tranquillité, la convivialité. Vous voyez, donc, au niveau psychique, c'est aussi un effet énorme.
au niveau environnemental. On parle des îlots de chaleur, parlons des îlots de fraîcheur. Ça diminue la pollution de l'air, puisque surtout les particules sont fixées sur la végétation, et bien sûr, à ce moment-là, ces particules ne sont pas dans l'air. Le feuillage ne va pas supprimer les particules, mais va les fixer, et avec la pluie, après, ça sera lessivé et ça partira bien sûr dans le sol. Vous voyez que ça a un rôle bien sûr sur l'économie, hein, ça augmente la valeur des biens fonciers, bien sûr l'attractivité des territoires, la qualité du cadre de vie et la santé sociale. Donc vous voyez, les espaces verts, à côté des espaces bâtis, c'est un très bon complément. Donc ça, le végétal, il faut le faire rentrer, et ça n'a pas qu'un effet psychologique, vous voyez que ça joue sur tout. Alors maintenant, attendez, voilà. Alors en psychologique, il y a les espaces de détente, mobilier urbain, et quelque chose d'intéressant, qui est souvent un peu oublié, c'est les ouvrages d'art. Et j'ai trouvé récemment ce travail que vous pouvez télécharger, qui est intéressant. C'est un travail de l'OMS de novembre 2019, et c'est la première étude de l'OMS sur le lien entre les arts et la santé. Et c'est particulièrement intéressant parce que quand même il y a une analyse de 900 publications, donc ce n'est pas une petite étude, hein. C'est l'étude la plus complète sur l'importance des arts sur la santé. Et là, on voit qu'il faut sensibiliser à leurs bienfaits dans les soins de santé, dans les politiques publiques, avec les arts de la scène, les arts visuels, les sculptures. Donc, franchement, là, je trouve que c'est intéressant, que c'est une base pour vraiment valoriser l'approche artistique dans le bâtiment et ses environs. Alors, le dernier niveau, où les architectes doivent nous aider, c'est bien sûr de favoriser les activités partagées. Bon, maintenant, pas mal de projets intègrent. Moi, j'accompagne en ce moment des projets où il y a des pièces qui sont prévues dans le programme pour que les gens se rencontrent, et une certaine convivialité. Partage, par exemple, un petit studio pour accueillir la famille. Je trouve que ça, c'est très, très bien. Bien sûr, le côté intergénérationnel n'est pas nouveau. Et puis, l'accès aux services, à l'emploi et aux équipements. Donc, on voit bien que tout ce côté social, il répond à un besoin important, puisque Aristote le disait, et lui qui est descendu d'une famille de médecins, l'homme est un être sociable, pour ne pas dire un animal sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables, et c'est évident. Et donc, les échanges entre les êtres humains augmentent la confiance, diminuent le stress et la douleur. Ben, souvent, quand les gens ils ont mal à quelque part, le fait de discuter, de parler à autre chose, eh ben, ils n'y pensent pas, momentanément en tout cas. Ils induisent du plaisir, le plaisir de partager certaines discussions, certains moments gastronomiques ou autres, et ça stimule la production d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, du lien social, et de dopamine. Tout ça, c'est dans ce rapport de l'OMS, et de dopamine qui est le neurotransmetteur de la récompense et du plaisir. Donc, vous voyez que ce n'est pas anodin, et que traiter, alors bien sûr, vous allez me dire, on ne peut pas tout faire, ça c'est sûr, mais je pense que extraire des thématiques pour donner un peu de vie et de prise en compte de tous ces besoins dans un projet, je trouve que c'est quand même particulièrement riche. Donc, comme ça, eh bien, l'architecte devient promoteur de santé, et s'il a une vision globale. Voilà. Donc, je pense que là, justement, maintenant qu'on pourrait, avant de faire des zooms sur des éléments plus particuliers, je pense qu'on peut faire, ça fait déjà un petit moment que vous m'écoutez, là, vous allez être fatigué, moi aussi. Donc, là, on pourrait peut-être faire un petit temps d'échange, de questions sur celles qui sont déjà remontées, hein, Gaëlle. Oui, tout à fait, Suzanne. Alors, déjà, merveilleuse, hein, cette première partie. Moi, j'ai énormément appris. Alors, il n'y a pas eu de questions, mais je pense parce que vous êtes tellement passionnante que c'est compliqué. Ils n'ont plus le temps de penser. Oh, c'est embêtant. Je l'ai vécu moi-même. C'est vrai qu'on se dit on note et en fait, on est en train de rater, voilà, on est en train de rater un merveilleux moment. Alors, moi, j'en avais quand même une. Alors, j'en ai plusieurs, hein, bien évidemment, je les ai toutes notées. Mais j'en avais une alors, qui rejoint un peu Denis Balland nous avait
renvoyer sur l'international, hein, puisque Denis Balland, lui, intervenait en Grande-Bretagne. Pardon, c'est moi cette fois-ci. Pardon. Petite question, c'est-à-dire que sur cette problématique santé est bâtie à l'international. Est-ce qu'il y a des pays qui, au contraire, prennent vraiment à cœur et très au sérieux, ou beaucoup plus au sérieux que nous? Alors, C'est difficile d'être global. Il y a des thématiques qui sont un peu plus développées, mais je trouve que prendre en compte la globalité, ben, c'est pas si évident que ça. Sur une thématique, on va être accro. Bon, souvent, par exemple, si vous êtes en Suède, toutes les pays scandinaves, le radon, ça va être un sujet important parce que bien sûr, sur leur sol, ils en ont beaucoup. Bon, en France, on va en parler un peu moins. Or, quand même, le radon est responsable de 3000 cancers du poumon par an en France, comme le tabagisme passif. Bon, alors, suivant des pays, il y a des sujets un peu plus importants sur certaines émissions de matériaux, mais je trouve que la réponse globale, c'est pas si évident que ça. Et alors, moi, je veux bien, si quelqu'un a des propositions, justement, ou des expériences dans certains pays, alors je suis preneuse parce que j'ai vu, on avait fait une formation justement un peu internationale là, avec l'Union, c'est quoi, l'Union internationale des architectes, là il y avait eu un séminaire, j'avais participé. Bon, c'était thématique par thématique, hein, mais moi ce qui me manque, c'est que les gens voient globalement. Alors, même si on n'est pas top dans chacune, mais qu'on montre qu'on se préoccupe de la globalité. Et ça, c'est déjà bien. Bon, mais si y en a d'entre vous qui ont une idée particulière ou une expérience particulière internationale, je suis preneuse. Mais moi, j'ai vu que finalement, les uns s'occupaient davantage de l'air, d'autres des matériaux, d'autres le bruit. Le bruit, c'est tellement global que finalement, tout le monde pense s'en occuper, mais finalement, pas automatiquement si bien que ça. Hein. ouais, Voilà. ouais. Mais c'est ouvert. Hein. S'il y a des retours, je suis preneuse. Ouais, d'accord. Donc une approche holistique et s'il y a Voilà, je trouve évidemment que un c'est. intérêt, ouais, Voilà. Moi, je trouve que c'est bien d'être pointu sur un sujet. OK. Si l'autre ne s'en occupe pas, voilà. Moi, je trouve qu'il faut, même si on veut être très bon sur un sujet, attention, ne négligeons pas au moins la prise en compte, même si on ne va pas très loin. bien sûr, bien sûr. Merci Suzanne. Alors j'aurais d'autres questions, mais Aurélie Bouchaker nous a écrit hein, dans le chat. Donc Aurélie Bouchaker, hein, qui est conseillère en énergie, qui était déjà Ah, c'est intervenue ça, d'accord, oui. au début, voilà, indique, je pensais au lien entre santé et champ électromagnétique dans le bâtiment et aux alentours. Mais j'imagine que ce sera abordé plus loin. Alors peut-être pas forcément, Suzanne. Alors, comme quand même on n'avait qu'une heure et demie pour laisser le temps aux questions, je ne l'ai pas abordé parce que c'est un gros sujet, mais je vais vous le faire court, je vais vous le faire simple. Il y a deux thématiques, c'est-à-dire il y a les champs magnétiques qui sont liés à tous les équipements qui fonctionnent à l'électricité, c'est-à-dire un transformateur d'aluminium, une ligne de transport électrique, les équipements qu'on a dans notre quotidien. Donc, eux vont faire un champ magnétique. C'est surtout la problématique la plus importante, c'est les transfos dans les immeubles. Hein, parce que le champ magnétique traverse tous les matériaux, le béton, il n'y a rien qui arrête le champ magnétique 50 Hz. Et donc, il n'y a qu'un alliage qui est développé par EDF qui s'appelle le nu-métal. Donc, la pratique, c'est la distance. Parce que ce champ magnétique baisse en fonction du carré de la distance ou du cube de la distance, suivant si c'est une source ponctuelle ou une source linéaire. Donc, la seule chose dans la conception, c'est la distance. Donc, à combien je me mets d'un transformateur. Alors, il faut savoir que maintenant, quand même s'ils ne le disent pas, les transformateurs sont mieux blindés que ceux qu'on avait il y a 20 ans. Donc, actuellement, j'étais fortement étonnée parce qu'on mesure, on a fait des grosses campagnes de mesure de champs électromagnétiques dans des immeubles avec des transfos qui crachaient sérieusement. Et franchement, là, les derniers que j'ai pu mesurer, j'étais étonnée. Bon, on peut avoir 1,50 m, 2 mètres.
Avant, quand même, on avait quand même la pièce d'à côté qui était exposée et l'étage au-dessus. Bon, maintenant, ça, beaucoup moins. Mais de toute façon, là, c'est dans la conception, c'est-à-dire où je le mets le transfo dans le bâtiment. Ben, je peux le mettre dans le bâtiment, à condition qu'au-dessus, ben, ça ne soit pas un local où on va dormir, hein, bien sûr, où on va être exposé longtemps. Et à côté, ça peut être un local de vélo, ça peut être un couloir, ça peut être… Donc, l'astuce, c'est de calculer les distances pour éviter l'exposition dans des zones d'occupation prolongée. Donc ça, c'est pour le transport dans le bâtiment. Les lignes de transport électrique, bon, là aussi, on a des distances. C'est vrai qu'elles peuvent impacter sur 50 mètres, 20 mètres. Donc ça, quand on implante un projet, on en tient compte. Ça dépend, bien sûr, de quelle est la tension. Si c'est une haute tension, si c'est une moyenne tension, les distances vont être différentes. Donc là, c'est la distance. Il n'y a rien que ça. Bon. Alors ça, c'est pour ce qui est lié au 50. Alors il y a les équipements. L'équipement qui émet le plus, c'est la plaque à induction. Bon, ben, vous n'êtes pas obligé d'être tous les jours. La plaque à induction, vous y êtes quand vous faites une sauce. Bon, alors, là où c'est important, c'est les femmes enceintes. Parce que, bien sûr, leur petit ventre va être à côté du champ magnétique. Et là, c'est vrai que ce n'est pas quand même très recommandé parce que c'est l'enfant qui est le plus sensible. Bon. OK, après les autres équipements, c'est toujours une question de distance. Mais sachez que quand même, on a notre environnement électromagnétique, contrairement à ce qu'on peut penser, on a beaucoup d'appareils qui émettent beaucoup moins. Par exemple, au départ, les écrans cathodiques, avec ce gros, vous savez, on avait tout ce gros appareil. Là, ils étaient hyper sensibles au champ magnétique. Maintenant, les écrans plats, on a mis au point un petit détecteur pour voir le champ magnétique avec un seuil au-delà duquel ça déclenche des leucémies chez l'enfant. Si je mesure sur mon écran, sur mon ordinateur portable, j'ai à peine le bout des doigts qui est exposé. Hein. Donc voilà. Donc là, ça, je pense que, enfin, je répondrai s'il y a d'autres questions sur des appareils. Ensuite, après, il y a le problème des radiofréquences et des hyperfréquences, et bien sûr, on pense à la téléphonie mobile. Alors, là, c'est vrai que en ce moment, vous devez vous rendre compte qu'on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins, qu'il y a moins d'actions contre les antennes relais. Pourquoi? Parce qu'on a pris une décision très importante, c'est de donner l'information aux gens. Ça, je m'explique. J'achète un appartement ou je construis, je fais un quartier et je vois une antenne relais. Alors, je m'inquiète, est-ce que je suis exposée à cette antenne relais que j'ai là? Alors maintenant, c'est très bien. On va en mairie, on dit, voilà, j'ai l'antenne relais qui est à la proximité, je voudrais des mesures pour savoir si, à l'endroit où je suis, l'exposition respecte les seuils. Et combien ils sont, parce qu'ils sont souvent très inférieurs au seuil, et à combien ils sont. Donc, la mairie va communiquer à l'Agence nationale des fréquences la demande de la personne ou du groupement ou du promoteur ou autre, et des mesures vont être faites gratuites. Et donc, il y a à peu près 4 labos, grosso modo, enfin, ils sont très réduits, parce qu'ils respectent tout le temps le même protocole, parce que ça aussi, le problème, c'est les mesures, vous savez, c'est gentil de mesurer, mais si on ne fait jamais le même protocole, on a un problème. Donc, le protocole est identique, et ils font des mesures, et ils vous donnent les résultats qui vous sont communiqués, et ça permet d'alimenter un site qui s'appelle cartoradio.fr, où vous pouvez aller dessus, et vous tapez rue Alsace-Lorraine, telle adresse, tel numéro, et vous verrez qu'est-ce que vous avez comme exposition. Donc là, du coup, le fait d'informer, de ne pas faire de l'obstruction à l'information, ça a fait baisser l'angoisse. Et on a beaucoup. Et finalement, on n'a pas, bon, à part de rares cas, hein, on n'a pas beaucoup d'expositions. Hein, voilà. C'était notamment la question, effectivement, d'Aurélie Bouchaker qui parlait des antennes relais. Mais Aurélie, Suzanne Déhoux a répondu à votre question. Vous pouvez en poser une seconde, hein, bien évidemment. Oui, ou compléter si vous voulez. Mais à ce moment-là, on peut la garder après pour la fin. Hein, on peut la garder pour la fin. Alors, moi,
Oh, oui, bon. Oui, 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 allez-y, allez-y, allez-y. Non, j'avais une autre question, mais un peu d'ordre macro, Suzanne, mais on pourra y répondre plutôt à la fin, si vous le jugez plus pertinent. Comment comprendre que la thématique de la santé, au regard de l'ensemble des informations que vous avez données, de l'importance sur le physiologique, le social, le psychique, le bien-être, ne soit pas aussi bien pris en compte comparativement à d'autres thématiques que effectivement l'environnement, l'énergie. Voilà, donc comment on le Oui, comprend, comment on l'explique, mais d'un point de vue macro, mais peut-être qu'on peut y répondre à la fin. on y répondra à la fin, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile de faire un focus sur des kilowatts que de prendre une globalité de la santé. Vous comprenez que avoir une vision globale, c'est jamais facile. Hein, et l'architecte le sait, parce que lui, quand il fait un bâtiment, il faut qu'il ait une vision globale. Hein. Et ben, c'est la problématique. C'est que, bon, j'ai rien contre les ingénieurs, mais ils sont spécialistes sur une thématique. Et là, bien sûr, bon, mais, on mesure. Alors, on adore mesurer. Hein, on adore simuler, c'est très bien, mais c'est pas facile de simuler le fonctionnement humain. C'est plus facile de simuler le chauffage. Donc voilà, c'est toujours par facilité finalement. Hein. Je crois, hein, parce que c'est plus compliqué d'aborder. Puis bon, on aime bien la technique, on mesure de la technique, mais l'homme, c'est une belle machine pourtant, mais on ne la mesure pas aussi bien. Ouais, ouais. Alors, il y avait une question là qui arrive toujours, Aurélie Bouchaker. Existe-t-il des études ou sites sur lesquels nous pouvons avoir des données sur l'impact physiologique de l'environnement bâti? Site officiel, précise Aurélie Bouchaker. Si, ça dépend sur quelle thématique. Moi, je trouve qu'il y a quand même des. Bon, il y a l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, anses.fr. Là, quand même, il y a des études intéressantes. D'ailleurs, ils viennent de faire, puisqu'elle parlait de l'électromagnétique, ils viennent de faire une actualisation du rapport sur le 5G, par exemple. Ça peut intéresser. Après, c'est par thématique. L'ANSES a une vue très globale, et c'est de bons rapports quand même. Hein. Après, il y a l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Bien sûr, sur la qualité de l'air intérieur, là aussi, c'est des études fiables. Hein. Après, vous avez le Centre national du bruit. Par thématique, il y a des différentes structures qui sont pertinentes. Hein. Mais bien sûr, c'est toujours pareil. Vous n'en avez pas encore. C'est pas une qui fait tout. On a bien sûr le réseau santé environnement, mais c'est un peu plus confidentiel, c'est pas la même dimension. C'est Merci, bon? Suzanne. C'est parfait. Allez, on va faire nos petits zooms maintenant. Oui, Allez, parfait. Je coupe mon micro et je m'éclipse. À tout de suite, Suzanne. à tout de À tout de suite. suite. Alors, donc, là, on avait vu la globalité, justement, le côté holistique. Et maintenant, je vais essayer de vous faire quelques zooms et ça vous fera réagir parce qu'on est sur des problématiques, alors à ce moment-là, plus ciblées, euh, plus précises. Donc, on va les énumérer. Et là, après, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vais faire un petit zoom sur température et hygrométrie. Parce que souvent, on va vous parler du confort hygrométrique. En principe, on parle que du confort thermique. Hein. C'est rare qu'on vous parle du confort hygrométrique. C'est-à-dire que l'humidité, ça, on ne le mesure pas. Dans les projets, on ne va pas vous en parler. Et pourtant, c'est hyper important. Alors, il faut savoir que dans les bâtiments, on doit avoir une humidité relative, c'est-à-dire c'est la quantité de vapeur d'eau selon la température. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est relatif avec la température, parce que plus vous chauffez, plus l'air peut prendre de l'humidité. Donc, bien sûr, à ce moment-là, l'hygrométrie baisse à 40. Et si vous ne chauffez pas, eh ben, l'air froid ne peut pas prendre beaucoup d'eau, donc l'hygrométrie augmente. Donc, on peut être à 70, 80. Donc, on aime bien avoir toujours, il faut toujours mesurer les deux, température et hygrométrie, et on veut être dans les bâtiments entre 40 et 60. Bon, OK. Alors, pour cette humidité relative, c'est simplement, j'essaie d'aborder, d'ébaucher quelques moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, traiter les causes liées à la conception. Alors, il y a quelque chose, c'est quand même extraordinaire. Alors, j'ai parlé des toilettes au début. Je vais vous parler d'un sujet aussi dont on se fout, c'est le séchage du linge. Or, quand même, dans beaucoup d'appartements, on sèche du linge tous les jours, surtout quand on a des enfants.
Bon, et où on le sèche? Alors, avant, on pouvait mettre sur le balcon, mais ce n'était pas très esthétique, ça c'est sûr. Bon, ouais, mais où ils mettent le linge à sécher, les gens? Alors, il faut qu'ils aient un sèche-linge, d'accord. Mais est-ce que la conception permet l'installation d'un sèche-linge? Ce n'est pas évident. Bon, alors on sèche le linge dans les pièces humides, alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on on mettait un petit étendoir là, dans la salle de bain. On a vu des trucs extraordinaires. À l'aplomb, de l'étendoir au plafond, eh bien, le dessin de la surface de l'étendoir, parce que la vapeur d'eau montant, eh bien, là-haut, au plafond, les moisissures étaient sur cette surface-là. Donc, je pense que le séchage du linge, c'est quand même quelque chose d'important, qui a des conséquences après au niveau de la qualité sanitaire du bâti, dont on un peu se fout. Dans les pays un peu plus chauds, genre Espagne, il y a des séchages collectifs, du parquage d'escalier à l'extérieur. Pourquoi pas? Je trouve que ça pourrait être réhabilité. Alors bien sûr, on va vous dire oui, mais on vole le linge. Oui, mais c'est pas. Il y a une clé. C'est que les occupants de la cage d'escalier. Enfin bon. Donc ça, en tout cas, autre thématique de la vie de tous les jours, comme les toilettes et le séchage du linge. C'est pas extraordinaire, mais c'est ça. Alors ensuite, traiter les causes liées au bâti. Alors bien sûr, ça, les infiltrations, les dégâts des eaux, les remontées capillaires, ça, défaut d'isolation. Vous savez, on n'a pas besoin de caméras infrarouges pour mesurer les ponts thermiques. Hein. Dans un bâtiment, vous n'avez qu'à regarder où se développent les moisissures. Hein. Vous savez que vous avez un pont thermique. Hein. Angle de mur, appui de fenêtre. Donc là, c'est sûr que là, c'est lié au bâti, c'est un peu mieux connu. Et puis, les causes liées aux équipements, la ventilation. Quand la ventilation ne marche pas, c'est sûr qu'on a des moisissures. Les chauffages d'appoint qui fonctionnent avec un combustible liquide, eh bien, on va avoir des moisissures, on va avoir beaucoup de vapeur d'eau. Donc, tous ces poêles à pétrole, c'est une catastrophe au niveau de la qualité de l'air, au niveau de l'humidité et au niveau de l'intoxication. Donc, ça, bien sûr, il faut éviter ce genre de choses, c'est évident. Bon. Donc, voilà pour l'hygrométrie. C'était un petit rappel parce que souvent, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Alors, les causes liées aux occupants, oui, ça dépend comment ils font la cuisine. C'est sûr que si vous n'avez pas une haute aspirante, alors ça aussi, les hautes aspirantes, elles sont à recyclage, elles ne sont plus à extraction pour des raisons thermiques du bâtiment. Vous voyez que c'est quand même un peu délicat quand même, parce que une haute aspirante à recyclage, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Tandis qu'une haute aspirante à extraction, ça, au moins, ça marche. Mais oui, mais comme ça fait un trou dans l'enveloppe, il ne faut plus de haute par extraction. Bon. Alors, donc maintenant, au niveau du confort thermique. Alors moi, ça m'agace particulièrement dans toutes les simulations, dans tous les projets, où on se cale sur le fameux 19 degrés. Mais ça n'a rien de physiologique. C'est une valeur qui est sortie du chapeau avec les chocs pétroliers des années 70-79, enfin toute la décennie 70, et on a décidé, pour économiser du pétrole, c'est qu'on ne chaufferait pas les salles de classe à plus de 19 degrés. Et ce 19 degrés est devenu vraiment la doxa, et c'est devenu le chiffre qui rentre dans toutes les sauces. Alors attention, 19 degrés quand on a une activité statique, ce n'est pas suffisant. Et puis 19 degrés, c'est la température de l'air. Ce qu'il faut considérer, c'est la température opérative, c'est-à-dire la température des parois plus la température de l'air divisé par 2. Donc c'est ça qui est notre ressenti. Donc je vous mets cette norme, parce que cette norme-là, elle est globale. Vous voyez, je suis pour l'holistique. Critères d'ambiance pour la conception et l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air, la thermique, l'éclairage et l'acoustique. Voilà quelque chose d'intelligent. Et bien, cette norme, elle devrait être beaucoup plus mise à l'honneur. Et elle dit quoi? Elle dit ce qui est physiologique. Elle parle de température opérative, c'est-à-dire la température des parois plus la température de l'air divisée par 2, et dit que bon, ce qui est normal, c'est la catégorie 2, c'est 20 degrés pour le chauffage en hiver et 26 pour l'été. Bon, donc ça donne déjà. Et alors, bien sûr, dans les autres espaces où on bouge, où on passe, ça peut être que 16 degrés, c'est sûr. Mais il faut faire la différence entre les pièces de séjour, chambre, séjour, et l'activité sédentaire. Donc ça, c'est important.
Voilà, c'était simplement un petit rappel, une petite vraiment information pour pouvoir après réfléchir un peu mieux au confort hygrothermique, parce qu'en principe, on parle que de thermique. Voilà. Alors, un petit zoom maintenant sur la lumière. C'est rapide, hein, c'est simplement pour vous lancer quelques éléments et après, vous pouvez rebondir. Alors, au niveau du confort visuel, que je regarde quand même l'heure, oui, c'est bon. Alors, je vous l'ai déjà dit, la lumière n'a pas que des effets visuels. Alors, quand on dit confort visuel, on ne considère qu'une partie de l'apport de la lumière, c'est-à-dire le fait qu'on y voit, qu'on voit avec la lumière. Mais la lumière ne sert pas qu'à ça. La lumière va rentrer par les yeux, arrive au centre optique et donner des informations pour synchroniser, entre autres, à l'épiphyse et à la mélatonine, pour synchroniser les rythmes biologiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est pour ça que nous manquons de lumière naturelle, puisque nous vivons tellement à l'intérieur par rapport à nos anciens d'il y a un siècle. Donc, il faut absolument qu'on fasse rentrer le plus possible de lumière à l'intérieur. Vous me direz, oui, mais alors il faut jouer aussi sur la thermique, parce que sinon ils vont avoir trop chaud. Oui, bien sûr, après il y a des astuces, hein, mais bon, en tout cas, il nous faut apporter de la lumière. On a besoin de vue extérieure. Pourquoi? Parce que si je vois à l'extérieur, je suis à un bureau, je travaille, mon regard peut partir à travers les baies, je peux voir jusqu'à 8 mètres. Si je vois à 8 mètres, alors que devant l'ordinateur, j'ai automatiquement mon œil qui a besoin d'accommoder pour voir, si je regarde à 8 mètres, je repose mon œil, il n'a plus besoin d'accommoder. Donc, c'est hyper important pour le repos visuel. Et ensuite, bien sûr, qu'il faut contrôler toute source lumineuse, naturelle, artificielle, les éblouissements, les reflets, les ombres, bon, tout ça, vous le comprenez. Bon, c'est simplement quelques petits flashs que je vous fais sur les différents points, comme un petit zoom. Alors maintenant, un petit zoom acoustique, pour retenir uniquement l'essentiel, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors, là aussi, on parle de confort acoustique, mais là aussi, comme la lumière n'a pas que des effets visuels, le bruit n'a pas que des effets auditifs, mais des effets extra-auditifs. Alors, bon, tous vous vous êtes rendu compte que quand il y a trop de bruit, vous êtes stressé. Mais du fait que vous êtes stressé, c'est-à-dire vous avez des charges au niveau de votre surrénal, vous allez avoir des effets cardiovasculaires, respiratoires, gastro-intestinaux. Le cœur peut s'accélérer, la respiration aussi, et l'intestin aussi. Bon, donc ça, les effets du stress liés au bruit, et c'est pas anodin. Il y a par exemple les riverains, il y a eu une étude sur les riverains des aéroports de Parisiens, Roissy et Orly, et bien sûr, les gens qui vivent près de ces aéroports, surtout quand il y avait des vols nocturnes, parce que la lumière, on ne la voit pas la nuit, mais le bruit, on l'entend. Et le bruit, la nuit, perturbe le sommeil et en même temps, a un effet de stress, même si ça ne vous réveille pas, et du coup, augmente la tension artérielle. Donc là, il faut bien savoir que le sommeil donc, peut être perturbé parce que les phases du sommeil ne seront pas régulières, parce qu'on a à peu près toutes les heures et demie, on a un cycle. On a un peu de sommeil profond, c'est-à-dire que là, vous récupérez physiquement, musculairement. Donc là, vous refaites sur le plan physique, musculaire. Et après, on a un petit temps de sommeil paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que le cerveau s'agite, c'est la période des rêves. Bon, s'il y a du bruit qui survient, vous êtes en sommeil paradoxal, eh bien vous allez quitter le sommeil paradoxal, vous allez passer un sommeil léger, et puis vous reviendrez en sommeil profond. Bon, donc du coup, vous avez perdu un petit temps de rêve, de sommeil pour vous récupérer psychiquement. Après, vous étiez en sommeil profond, un bruit émerge. Bon, vous allez passer de nouveau en sommeil léger. Vous perdrez une partie de sommeil profond. Et les gens se réveillent le matin et ils disent je n'ai pas un sommeil récupérateur. Eh bien oui, bien sûr, puisqu'il est perturbé par des événements sonores. Donc, là, bien sûr, la conséquence, c'est la diminution des performances psychomotrices. Et alors, ça, c'est au niveau scolaire. Alors là, la gêne à la communication, l'acoustique des salles de classe, une catastrophe, puisque on s'occupe un petit peu de l'isolation au bruit extérieur, mais l'acoustique de la salle,
Alors là, bon, on met bien un petit peu quelques dalles de faux plafond qui ont un effet acoustique, ok, ce qui est efficace, mais après, il peut y avoir des surfaces réverbérantes un peu partout. Voilà, donc je crois que là aussi, il faut réfléchir sur cette problématique de la gêne à la communication. L'enfant qui est au fond de la salle de classe, moi j'envoie 60 décibels, par exemple, là, l'enfant qui est en fond de classe, il n'a que 45 décibels. Si en plus, il y a une acoustique qui n'est pas bonne, il n'entend plus que 40, 35, donc il n'a pas suffisamment pour acquérir, surtout pour les petites salles, le primaire, donc le CP, le CE1, voilà. Alors, il y a quelque chose, il faut bien se mettre à la tête. Les gens s'imaginent qu'ils s'adaptent au bruit. Alors, ils disent, par exemple, bon, je changeais de logement, je suis à côté d'un feu tricolore, mais ça va, au bout de 15 jours, ça y est, je me suis habitué. Alors ça, ils se sont habitués psychologiquement, mais physiologiquement, chaque fois qu'il y aura une émergence de bruit, ils auront les réactions que je viens de vous dire avant. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas d'adaptation physiologique parce que l'organisme, il entend le bruit. Quand vous dormez, vous entendez, même si ça ne vous réveille pas, le bruit va atteindre les zones acoustiques et va donner une réaction du système neurovégétatif. Voilà, donc c'est important. Et la thématique bruit, c'est impressionnant. J'ai vu que le Conseil national du bruit a sorti, il y a un rapport là, récent. Mais alors, au départ, il parlait de 57 milliards par an de coûts en France liés à tous les problèmes du bruit. Et là, je crois que maintenant, ils sont à 150. Alors, il faut voir un petit peu l'évolution de ce chiffre, qu'est-ce qui est pris en compte. Mais c'est très sournois le bruit. Vraiment, alors, on s'en occupe pas à la hauteur de l'impact. Et parce que c'est sournois, parce que ça se passe, ben, c'est un peu comme l'air. Hein. Finalement, vous êtes habitué à avoir une qualité de l'air qui n'est pas terrible, vous vous habituez aussi à avoir un environnement acoustique qui n'est pas sensationnel. Donc ça aussi, c'est une thématique qu'il ne faut pas et qu'il faut bien traiter. Alors là, bien, on va faire le zoom le plus important sur cette qualité de l'air, parce que, bien sûr, c'est important. Pourquoi? Eh bien, c'est important, comme je vous le disais, parce que on ne peut pas vivre plus de 3 minutes sans respirer. Donc, au bout de 3 minutes, si vous ne respirez pas, vous mourrez. Par contre, vous pouvez rester 3 jours sans boire, vous pouvez rester 30 jours sans manger, et pourtant, vous pensez qu'à bouffer, vous pensez qu'à tout ce que les différentes caractéristiques de notre alimentation, si ceci, si cela. Alors là, la qualité de l'air, vous respirez sans vous demander qu'est-ce que vous respirez. Hein. Alors, donc ça, c'est un besoin vital, c'est un besoin permanent, on n'arrête pas de respirer, on arrête de manger. C'est très important, 15 000 litres par jour, enfin, ça va entre 12 000 et 15 000 litres par jour. Ça veut dire que chaque minute, on inhale 6 litres. On est comme, c'est énorme. Hein. Donc là, et là, c'est une pénétration directe de notre environnement dans notre organisme. Alors, le système respiratoire, il est merveilleux. Quand on est bon, le nouveau-né, il n'avait pas besoin de son poumon puisqu'il avait une vie aquatique plutôt que aérienne. Et quand il naît, quand il sort, eh bien, pourquoi il crie? Parce que tout d'un coup, l'air va développer, enfin, déplisser toutes les alvéoles pulmonaires et ça va lui faire mal, mais il vaut mieux qu'il crie. Hein. Et donc, à ce moment-là, commence une multiplication des alvéoles pulmonaires de manière extraordinaire parce que de la naissance où il a 50 millions d'alvéoles pulmonaires, il va passer à 300 millions à 2 ans. Et à 2 ans, il a le capital vie entière de ces petits sacs que vous voyez là. Et donc, ces petits sacs, à 2 ans, il a le nombre pour vie entière. Après, la taille va augmenter pour arriver à 7 ans à 75 mètres carrés, parce que tous ces petits sacs, si je mets toute cette surface, si je l'étale, la surface globale du poumon, 75 mètres carrés, de contact direct, air-sang. C'est-à-dire que ce qui est dans l'air passe à travers les alvéoles pulmonaires dans le sang. Quand même, le tube digestif, c'est pas ça. Hein. Le tube digestif, on appelle la barrière digestive. C'est parce que justement, le tube digestif fait le tri. Hein. Tandis que l'air, non, ne fait pas le tri, ça passe. Et alors, ce qui s'est assez extraordinaire,
c'est que du moment qu'on a cette grande surface de poumon, eh bien, étant donné qu'on a ces 75 mètres carrés, en une minute, les 5 litres de sang qu'on a vont passer dans le poumon, puisqu'ils vont pouvoir, le sang va pouvoir s'étaler sur tout ça. C'est prodigieux. Donc vous comprenez que chaque minute, votre sang va prendre un autre contact avec l'air et se charger, bien sûr d'oxygène, hein, c'est évident, mais aussi des polluants qui peuvent accompagner l'oxygène. Alors, là, des chiffres pour dire qui continuent à montrer l'importance de l'air, c'est qu'on passe 80% de notre temps dans les espaces intérieurs. Donc, un quart de la population, ça c'est des chiffres, vous voyez justement, de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Un quart de la population française passe plus de 20 heures par jour dans des espaces clos, c'est-à-dire que là on compte le transport, on compte les bureaux, les centres commerciaux et le logement. Donc, on compte tout. Hein, c'est énorme. Il y a presque que 4 heures qui est passé à l'extérieur. Hein. Dans le logement, le temps moyen quotidien, c'est de 16h10 parce qu'on compte le week-end. Hein, donc, dans le chiffre, il y a le week-end, donc ça fait 2 journées. Et dans la chambre, c'est la chambre où on passe le plus de temps. Temps moyen quotidien, 9h30. Alors, vous allez dire, non, on ne passe pas 9h30 dans la chambre, on ne dort pas 9h30. Et oui, mais c'est que dans la chambre aussi, on y travaille. Les enfants, ils ont leur bureau. Donc, voilà, quand même des expositions. Et donc, quand on voit ça, on se dit, si dans le logement, il y a un lieu qu'il faut bien traiter, c'est la chambre. Hein, c'est évident. C'est pour ça que c'était pareil pour l'exposition électromagnétique, c'était l'endroit où on passe le plus de temps, où on doit diminuer les expositions. Alors, bon, ça c'est un petit schéma pour vous montrer que, vous voyez, l'air intérieur, la maison c'est tout ça. Ça, c'est les espaces publics. Vous allez au bar, au restaurant. Ça, c'est quand on est dans les bureaux, industrie, c'est tout, ça regroupe tout. Les transports. Donc, finalement, tout ce qui est clos, c'est tout ça. Ça fait les 3 quarts, plus des 3 quarts. L'air extérieur, c'est que ça. Les liquides qu'on prend, l'eau qu'on boit, c'est ça dans l'exposition. Et la nourriture solide, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on se préoccupe beaucoup de cette partie. On a raison, il faut s'en préoccuper, pas la question. Mais on devrait s'occuper aussi, pareil, de tout ça. Voilà. Donc, et la voie cutanée, alors ça, la voie cutanée, on s'en fout. Voilà. Alors, encore des chiffres. L'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Alors, ça, c'est une campagne aussi de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, un peu ancienne. Ils sont en train de refaire une autre campagne de logement. Ça sera bien parce qu'on aura 15 ans après voir l'évolution. Mais déjà, on voit bien que vous avez regardé le formaldéhyde dehors et le formaldéhyde ici. Il n'y a pas photo. Ici, vous avez les deux copains, les toluène et hexaldéhyde, vous les avez ici, hexaldéhyde, toluène et acétaldéhyde, ce sont les 4 là, du peloton de tête, avec le maillot jaune, formaldéhyde, qui est vraiment le polluant qui nous inquiète un peu, qui est surtout émis par les cols, les produits bois par exemple, dont on en parlera maintenant, même si les produits s'améliorent, mais il le faut. Voilà. Alors, ça c'était pour montrer l'importance. Donc là, il n'y a pas photo, on a compris que c'était important. Maintenant, qu'est-ce qu'on respire et c'est quoi les sources? Alors, on respire beaucoup de choses. On respire des gaz, bon, donc des composés gazeux. Alors, les fameux COV, composés organiques volatiles, aldéhyde, je viens de vous en parler de quelques-uns, du formaldéhyde, l'acétaldéhyde. Bien sûr, c'est les produits liquides qui peuvent être fortement émissifs. Les produits d'entretien, alors stop aux produits d'entretien parfumés. Faites vraiment, il faut limiter le nombre de produits d'entretien parce que là encore, bon, je suis en train de préparer un diaporama pour des écoles qu'on a mesurées. Alors, c'est incroyable. C'est les phases de nettoyage à l'école qui font les plus hauts pics de COV. Donc, eh bien parce que, bien sûr, on emploie des pays. Alors maintenant, avec le Covid, on a mis des produits hydroalcooliques partout, donc on les retrouve dans l'air, bien sûr. Bon, bien sûr, toute la combustion, tout ce qui brûle pollue. Il faut le savoir. Bon, alors vous allez me dire, ah ouais, mais le feu de bois, eh bien oui, ça pollue. C'est pour ça qu'il faut que la combustion soit meilleure, le meilleur possible, parce que bien sûr, on a des particules, on a plein d'émissions avec la combustion. Du moment que l'homme a inventé le feu, il a inventé la pollution. Le radon, je vous en ai parlé un petit peu. Alors ensuite, on a des biocontaminants. Donc,
on a des moisissures, j'en ai déjà un peu parlé. Des bactéries, bon, c'est nous qui les portons, ce n'est pas le sujet le plus important, à part en dehors de contagion, d'épidémies avec certaines bactéries. Les virus, on en a assez parlé avec le Covid, les pollens. Là, les fameux acariens, quand même, hein, qui sont, vous voyez, c'est vraiment pas beau. Et quand vous pensez que vous pouvez dormir avec 2 millions d'acariens toutes les nuits dans votre lit, s'il a plus s'il a quelques années, et eux, qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent l'humidité et la chaleur. Donc, si le lit n'est pas aéré, si on n'ouvre pas le lit le matin, ben là, on favorise, on fait maintenant, en ce moment, on fait de l'élevage d'acariens dans les matelas. Ensuite, fibres et particules. Donc ça, les fibres, bien sûr on a parlé de l'amiante. Les fibres des laines minérales n'ont rien à voir au niveau toxicité avec l'amiante, qui est le top de la toxicité. Et les particules, c'est vrai que les particules, plus elles sont fines, plus elles peuvent aller loin dans le poumon et à ce moment-là, passer dans le sang. Les particules les plus fines, de moins de 1 micron, passent dans le sang et vont boucher les artères et bien sûr peuvent donner des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes cardiologiques. Et alors, des nouveaux venus, là, qui, vous voyez, j'ai mis entre gaz et fibres, c'est que ce sont les fameux composés organiques semi-volatiles, c'est-à-dire qui sont un peu lourds, donc finalement, ils se comporteraient comme des particules, on va les trouver dans les poussières, mais ils se trouvent aussi un petit peu dans l'air, et là-dedans, on a les fameux perturbateurs endocriniens. On a les phtalates qui sont un assouplissant de certains revêtements de sol PVC ou certains produits PVC qui sont de plus en plus écartés maintenant. Il faut savoir que vous pouvez avoir des produits phtalates free. Les retardateurs de flamme. Alors, les bromés sont interdits, mais d'autres, les phosphorés, commencent à poser problème. Donc, les retardateurs de flamme, et bien justement, l'ANSES dont je vous parlais tout à l'heure, a fait un rapport. Est-ce qu'on a besoin de mettre des retardateurs de flamme partout, comme on a fait dans toutes les mousses, les produits mousses qu'on a, les canapés, les machins? Est-ce que l'exposition des gens par rapport à la diminution de l'incendie, est-ce que dans la balance, on est bon? Eh bien, ils disent que non, que donc, ce n'est pas la peine d'avoir tant de retardateurs de flamme dans certains produits d'aménagement intérieur. Et là, vous voyez, par exemple, vous parliez à l'international, mais puisque là, c'est un exemple, là, c'est surtout les anglo-saxons qui ont poussé les démarches de protection incendie et qui, eux, ils ont des expositions beaucoup plus importantes aux retardateurs de flamme parce qu'ils en flamment que partout pour des risques simplement assurantiels et qu'on on n'a pas continué à réfléchir si oui ou non c'était intéressant. Donc là, justement, nous, on est un peu moins, on expose un peu moins nos concitoyens aux retardateurs de flamme, mais on peut mieux faire. Voilà. Alors, ces sources de pollution, mais ça nous vient de partout, de l'air extérieur. Vous voyez, j'ai mis la végétation parce qu'il faut penser, quand on aménage bien une parcelle, une végétation où il y a peu ou pas d'essences allergisantes. Alors vous allez dire, ah oui, mais il y en a certaines, elles sont locales, oui, alors on peut les garder, mais on fait attention à faire à faire un juste milieu, ne pas mettre que ça, varier les essences. Voilà, justement, on parle beaucoup de biodiversité, dans l'aménagement des espaces verts. Plus on varie les essences, mieux on est sur le plan de l'exposition au pollen. Bon, là, les traitements agricoles, le trafic urbain et industriel, c'est ceux qui arrivent avec l'air extérieur. Les produits et équipements de construction. Alors, bien sûr qu'il y a les produits, les peintures, on pense. Il faut penser aux produits de pose. Parce que souvent, bon, là, c'est du carrelage. Bon, mais le carrelage, lui, il ne va pas être très émissif, mais par contre, ce qu'on met dessous, et bien là, il faut avoir des produits qui soient le moins émissifs possible. Et on va voir qu'on a quand même maintenant des moyens d'avoir des matériaux moins émissifs. Les sources de combustion, il faut que ça soit bien installé. Il faut ici, par exemple, une prise d'air extérieur. Parce que si on fonctionne avec l'air du logement, la combustion n'est pas bonne et la pollution est importante et on pollue à l'extérieur, mais on peut aussi polluer à l'intérieur. On a eu des gens, par exemple, qui n'avaient pas un bon joint d'étanchéité de la vitre, là, et on s'est trouvé avec des teneurs en CO, en monoxyde de carbone, importants.
vous voyez un peu aussi le nettoyage des équipements de ventilation, des bouches d'extraction. Quand vous avez une bouche d'extraction aussi sale que ça, c'est sûr qu'il n'y a pas, la ventilation ne fonctionne pas. Alors, on a le sol, on a parlé du radon, et ensuite, on a les activités des occupants, très important, les produits d'entretien, les produits d'ambiance. L'encens, par exemple, fait 5 fois plus de particules fines que la cigarette. Et ça, pourtant, on vous le vend pour purifier l'air. Méfiez-vous, tout ce qui brûle pollue, que ce soit des bâtons d'encens ou autre. Bien sûr, le tabagisme. La cuisson au gaz, ben ouais, pendant comme ça, la combustion, et il y a des oxydes d'azote qui sont libérés. Bon, bien sûr, ça ne dure pas longtemps, mais à ce moment-là, il faut aérer, ou il faut que la ventilation fonctionne bien. Voilà. Et après, bien sûr, le mobilier aussi est important. Alors, sur le plan santé, qu'est-ce que ça fait? Alors là, c'est très divers. C'est pour ça que c'est un sujet majeur, parce que ça touche tout. Alors, notre organisme, on n'a pas de gros appareil pour mesurer la qualité de l'air. On n'a que notre nez. Et notre nez, il ne nous donne pas des indications très fiables. Il va nous dire bon, que ça sent bon, ça sent mauvais. Mais par exemple, des gaz mortels comme le monoxyde de carbone, ils sont inodores. Donc, notre nez ne nous donne pas d'informations. Donc, on est un peu démunis pour mesurer nous-mêmes la qualité de l'air intérieur. Alors, les odeurs, bien sûr. Alors, de l'irritation, de l'inflammation, les gens se plaignent, ça pique, ça gratte, le nez, bon, ok, ça me fait tousser, voilà. Altération des performances, bon, tous vous avez eu ce réflexe, quand vous êtes dans une ambiance confinée, vous dites, oh, je vais prendre l'air. Ben oui, bien sûr, parce que vous commencez à avoir vos performances qui baissent. Asthme et allergie, ça c'est vrai que c'est majeur. Maux de tête, vertige, fatigue, bien sûr. Quand vous n'avez pas trop de CO2, vous pouvez avoir ce type de symptômes. L'intoxication au monoxyde de carbone, je viens d'en parler, tout ce qui brûle mal. Le CO, c'est une combustion, une mauvaise combustion. Une bonne combustion, il n'y a pas de CO. Donc l'intoxication au monoxyde de carbone. Maladie cardiovasculaire, ben oui, parce que vous avez et le CO par exemple, mais aussi les particules qui peuvent donner des maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, perturbations endocriniennes et cancer, comme on a avec le radon, avec le benzène, le formaldéhyde. Donc voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas réjouissant. On a intérêt quand même à avoir un air un peu moins pollué. Hein. Alors, ça coûte cher, ça, parce que si vous avez beaucoup de pathologies, ça coûte quand même cher. Et alors, quel est le coût? Eh bien, en France, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a chiffré en 2014, déjà ça date un peu, rien que pour 6 polluants que je vous ai mis en face, parce que celui-là, il est cancérogène, ça aussi c'est cancérogène, ça c'est mortel, ça c'est cancérogène, ça c'est cancérogène, et là aussi. Alors, avec ça, on peut, avec des polluants qui sont aussi graves, c'est facile de calculer le coût des maladies. Et pour ces 6 polluants, ça coûte, rien que 6 polluants, 19 milliards d'euros par an, sauf à la seconde, 630 euros pour chacun de nous. Chaque seconde, ça coûte 630 euros en France. Donc, vous voyez, et pour simplement 6 polluants. Il n'y a pas le formaldéhyde là-dedans. Il n'y a pas d'autres composés. Il n'y a pas les terpènes qui sont irritants. Voilà. Donc ça, alors, le radon, je vous ai dit 3000 cancers. C'est vrai que cette étude est de l'ANSES en 2014, mais récemment, il y a une autre étude qui dit, bon, on arrondit à 3000. Bon, on n'est pas à 700 près. Alors, ça, c'est quand même un peu impressionnant, c'est que 90% des dépassements des valeurs repères, c'est-à-dire que même dans les logements, les particules 2,5, ça veut dire 2,5 microns, c'est-à-dire matière particulière. C'est-à-dire la matière particulière de 2,5 microns, c'est-à-dire qui arrive dans l'alvéole pulmonaire. Tout ce qui est inférieur à 3 microns arrive dans l'alvéole pulmonaire. Et tout ce qui est inférieur à 1 micron passe dans le sang. Eh bien, 90% de dépassement dans les logements français. C'est impressionnant, tout ça par mauvaise aération, ventilation. Et là, on estime que ces particules, justement, en France, seraient responsables de 14 000 décès par an. Alors, vous voyez, avec le Covid, on en a compté des morts. Là, on n'en parle pas beaucoup. Bon.
Bon, ça, c'est un article qui est un peu vieux déjà, que, je ne sais pas de quand il est celui-là, je ne vois plus la date. À l'école, un enfant sur trois respire de l'air pollué. Là, ouais, c'est incroyable pour les écoles. Avec ce Covid, on n'a pas arrêté de parler de capteurs CO2 et, et de purificateurs de l'air. Bon, ok, capteur CO2, ok. Et si c'est pour ouvrir la fenêtre et faire geler les gosses, c'est vraiment intelligent. Personne n'a dit qu'il faut absolument que dans toutes les salles de classe, il y ait un système de ventilation mécanique automatique, peut-être modulé par le CO2, ça serait bien, mais personne, ah non, le purificateur d'air, qui purifie de façon tout à fait aléatoire, à proximité, pas de, enfin, c'est incroyable, on veut des petites recettes, mais on n'a pas eu de recette globale, alors que ça aurait été l'occasion. Pendant 2 ans, la ventilation, c'est pas, même si on fait passer des tuyaux par an, c'est pas quand même d'un coup majeur par rapport à la santé des gosses. Voilà, alors, comment on sait que la qualité de l'air est bonne? Alors là, je ne vais pas vous importuner longtemps, mais vous aurez les diapos, là, enfin, l'enregistrement. Donc, avant, on mesurait la qualité de l'air simplement avec 2 marqueurs. L'humidité, on en a parlé, donc 40-60%, et le CO2. Le CO2, c'est nous qui le dégageons. Donc, c'était lié à l'occupant. Hein. Le CO2, eh ben, là, avec les capteurs CO2, on va vous dire, ah oui, il ne faut pas dépasser, alors les uns disent 800 ppm, les autres disent 1000, 1300. Bon, disons 1000 ppm. En fait, l'air qui rentre dans le bâtiment a déjà 450 ppm de CO2 qui nous viennent de l'extérieur. Donc, nous, les occupants dedans, on peut rajouter 600 ppm, donc on arrive à 1000. Donc, bon, c'est une valeur qui est correcte. Bien. Donc ça, avant, on considérait seulement les occupants comme source de pollution. Maintenant, quand même, depuis 2007, vous voyez que c'est pas vieux quand même, hein, ça que 13 ans, hein, enfin non, 15 ans maintenant, 15 ans. Il faut arrêter le compteur à 2020. Donc, on a maintenant des valeurs guides. Alors, on en a pour le formaldéhyde et on en a pour ces, voilà, il y a des valeurs guides pour ces substances. Donc, l'ANSES a fixé des valeurs guides et qu'il ne faut pas dépasser. Bon, c'est surtout le formaldéhyde, le benzène. Bon, ça, tétrachloroéthylène, c'est le nettoyage à sec, on ne va pas tellement l'avoir. Le triclo, c'est le dégraissage, c'est sol pollué. Dioxyde d'azote, c'est la circulation, le trafic urbain. Naphthalène, c'est souvent les sols. Acroléine, ça, comme son nom l'indique, c'est acre. C'est senteur friture, si vous voulez avoir une idée. Quand vous faites des fritures, vous avez de la acroléine qui part. Et l'acétaldéhyde, c'est le copain du formaldéhyde. Voilà. Donc ça, on a des valeurs guides là-dessus. Bon, donc là, vous avez ces valeurs de référence. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un décret de surveillance de la qualité de l'air intérieur. Bon, ça, je vais quand même passer parce que là, à cette heure-ci, vous ne devez plus être tellement… ça, ce n'est pas pour lire, c'est pour que vous sachiez que ça existe. Hein, et donc, c'est différentes valeurs qui nous permettent de gérer le risque. Mais là, c'est trop hard pour cette heure-ci. Alors maintenant, la réglementation. Quelqu'un parlait de réglementation au départ, en question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on a quand même un peu avancé. En 2010, on a le fameux Grenelle environnement et on a la loi portant engagement national pour l'environnement avec un article 180. Surveillance de la qualité de l'air est obligatoire dans les ERP. Bon, on verra que ça ne se fait pas. Bon, OK. Article 180. Les produits de construction de finition, obligation d'étiquetage et polluants volatiles. Ça, c'est très bien et c'est mis en place et ça a fait bouger, ça a fait diminuer les émissions. Les industriels ont amélioré leurs produits. Donc, on doit avoir au moins du A+, pas plus, parce que c'est le niveau qui est basé sur des seuils sanitaires. Après, c'est des multiples A, B, C. Non, on veut du A+. Bien. Attention, pour les peintures, il faut dire peinture en phase aqueuse A+. Parce qu'il y a quelques petites peintures en phase de solvant qui arrivent à passer et qui quand même émettent, parce que là, c'est basé que sur 10 polluants. Mais les peintures en phase de solvant, même si elles sont A+, elles vont émettre d'autres composés qui ne sont pas inclus dans l'étiquette. Et après, on va les retrouver dans l'air. Donc, ça, c'est très important. Et les produits d'ameublement, obligation d'étiquetage, eh bien, ça fait 20 ans qu'on attend et on ne l'a toujours pas.
Alors, c'est pour vous dire, vous voyez, les obligations réglementaires, là, on a répondu à ça. Voilà, là, cet article, c'est tout. Là, on avait essayé, mais Ségolène Royal nous a foutu tout en l'air en supprimant l'obligation de mesure. Alors après, on a le décret pour les valeurs guides, donc ça, je vous en ai parlé un peu. Bon, alors, quant à la réglementation ventilation, ça fait 40 ans que nous sommes sur les mêmes valeurs, sur les mêmes obligations, sauf qu'on va avoir la RE 2020 qui va obliger à mesurer, voilà, débits réglementaires qui vont être contrôlés et respectés, j'espère, mais uniquement dans le logement neuf. Donc ça veut dire, si je fais une école, par exemple, une tertiaire, je ne vais pas être obligé de le contrôler. On croit rêver. Alors, en plus, alors oui, vous parliez de différence, c'est très bien que vous ayez posé cette question de différence avec les pays à l'international. Alors là, on n'est pas bon du tout. Hein. Alors, pour l'étiquette, on est meilleur que tout le monde, hein, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun autre pays qui a mis une étiquette comme nous. Donc, vous voyez, vous vouliez des différences entre différents pays, on en avait un, alors je reviens à la diapo précédente, là, on peut faire cocorico, on est les meilleurs. Hein. On n'a aucun autre pays qui a fixé ça, et d'ailleurs pour la communauté européenne, eh ben, il va falloir qu'il se calme un peu sur nous. Bon, par contre, pour la ventilation, alors là, on est les plus mauvais. Les pays nordiques sont les plus avancés. Vous voyez, votre question m'éclaire dans mon discours. Les pays nordiques sont les plus avancés. Alors nous, on est parti sur un principe depuis 1978. On a décidé qu'on donnait des débits en fonction de l'âge. C'est complètement débile. C'est-à-dire, dans une école, on va donner 15 mètres cubes par heure et par personne. École. Après, quand on passe au lycée, alors c'est école primaire et collège. Au lycée, on passe à 18 mètres cubes par heure et par personne. Mon Dieu, quel avantage. Et quand on est dans un bureau assis tranquillement, on a droit à 25 mètres cubes par heure et par personne. Mais c'est complètement débile de diminuer les débits en fonction de l'âge, alors que les enfants produisent autant de vapeur d'eau et de CO2 que les adultes, et que eux, du fait qu'ils ventilent plus vite pour justement la croissance et qu'ils ont besoin de plus d'oxygène, ils absorbent 2 fois plus de polluants. Eh bien, on n'a toujours pas changé. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va changer, mais c'est invraisemblable. Et donc là, on est un des rares pays à ne pas avoir harmonisé à la fois la réglementation thermique et la réglementation hygiène, ce qu'on appelle ça, réglementation hygiène. Ça, c'est complètement fou. Et là, on est les plus mauvais. Hein. Et alors là, le pompon, c'est que les débits que je vous ai dit avant, ils ont été fixés en disant à l'époque, écoutez, on vous donne 15 mètres cubes parce qu'on sait que de toute façon, par les défauts d'étanchéité, vous avez quelques mètres cubes qui arrivent et donc ça va aller. Et oui, mais maintenant, on lutte contre les défauts d'étanchéité, on les contrôle et on ne change pas les débits. Alors du coup, les bâtiments sont moins ventilés maintenant depuis qu'on a l'étanchéité à l'air de l'enveloppe qu'il faut avoir. Mais il faudrait améliorer quand même les débits. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très bon. Et là, vous voyez, on a 2 thèmes où on est meilleur sur l'étiquetage et là, on n'est pas bon par rapport aux autres pays. Alors, comment on va faire pour améliorer cette qualité de l'air? Alors, pour l'améliorer, eh bien, il faut jouer. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que pour améliorer cette qualité de l'air, il faut jouer. Je suis un peu trop longue là, hein, je pense. Je ne sais pas combien il me reste de diapo. Il faut jouer sur les transferts des polluants. Il faut limiter les sources intérieures, maîtriser l'hygrométrie et assurer un renouvellement d'air adapté. Alors, ça, je vous ai déjà dit les sources, donc je vais passer assez vite. Les combustions, les produits, les occupants, les équipements, l'ameublement et le nettoyage. Parce que maintenant, nettoyer pollue, puisqu'on emploie des produits qui sont avec des composés parfumés, volatiles, et la qualité de l'air après le nettoyage est moins bonne qu'avant. Bon, alors là, je vous parle d'une démarche qui s'appelle la démarche écrin, engagement à construire responsable pour un air intérieur sain, qu'on a monté pour l'ADEME et que l'ADEME maintenant développe et qui prennent toutes les étapes d'un bâtiment et on travaille en programmation, en conception, en construction. Bon, ça se comprend, tout ce parcours. Il faut que la qualité de l'air soit précisée à toutes ces phases. Avec des labels, là vous avez l'étiquette, le label Emicode CM+, qui est très bien pour l'école, le label Goutte, qui est très bien pour les moquettes. Donc c'est pour vous dire que voilà, on a plein de moyens.
Je m'excuse, mais il faut que j'aille un peu vite, là, parce que sinon, on ne va pas finir. Alors, l'analyse du site, ben, il faudra faire attention à tout ça, hein, parce que là, j'ai pris toutes les phases, les produits de construction. Je vous ai déjà parlé de l'étiquette, donc je vais aller plus vite. Je m'excuse, j'ai débordé là. Bien sûr que ces produits, ils émettent le moins possible de COV, qu'ils n'émettent pas trop de particules, qui ne favorisent pas le développement de moisissures et qui limitent les émissions radioactives. Bon, l'étiquetage, je vous en ai parlé, donc ça c'est bon, je ne vais pas encore insister. C'est vraiment bien, ça a bien fait bouger les choses. Les produits, on les mesure en chambre d'émission, on les prend un échantillon, on les met dans ces petites cages là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fini. Non? Pourquoi qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, je ne sais pas. Ah bah j'espère pas que ce soit Non, non, fini. non, 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 ça y est, non, non, ça y est. Non, non, Ah, c'est t'es bon. revenu. Ouais, j'ai eu un petit stress, j'ai eu un petit Oui, stress. oui, oui, bah moi aussi, je me suis dit, mince, ça s'arrête. J'ai cru qu'il y avait une. Ah, comme c'était 8 heures, Non, non, mais bah, moi voilà, aussi, je me suis dit, mince. d'accord. J'ai cru Suzanne, que c'était n'hésitez ça. pas à passer des slides, hein, bien Bon, je sûr. passe les slides, hein. Bien sûr. Alors, donc là, en voyant les mesures, soit dans des boîtes comme ça, soit comme ça, on règle la température et après, on mesure tous les polluants qui sortent. Voilà. Donc, après, on a des chiffres. C'est pour ça que la classe A+, c'est celle qui nous intéresse. Après, les autres, c'est que une multiplication. Voilà. Après ça, bon, les produits qui sont concernés, c'est en principe tous les produits qui sont en contact avec l'air intérieur, hein. Vous voyez, les revêtements de sol, de murs de plafond, les cloisons, les faux plafonds, les produits d'isolation, ce n'est pas en contact avec l'air intérieur, mais on les habille, hein. Ça, c'était un peu. Ouais, c'est vrai qu'on ne le demande pas à tout le monde, ça. Les portes et fenêtres, les produits destinés à la pose, tous les produits, les cols, tout ça, c'est très important, hein, que ça soit bien étiqueté. Et les produits à multiples usages. Bon, ok, voilà. Alors, le renouvellement d'air, hyper important. Bon, pourquoi renouveler l'air? Vous avez compris, hein, c'est bien sûr pour améliorer les performances et pour diminuer la contagiosité. Et on améliore avec de l'apport d'air neuf. Bon, tout ça, vous connaissez. Alors, la même norme que je vous ai parlé pour le confort hygrothermique, vous l'avez là. Et elle est très bien, parce qu'elle dit bien que le niveau normal pour les débits de ventilation, et ça, il faut communiquer ça pas mal au bureau d'études, c'est ici, ça veut dire 25 mètres cubes par heure et par personne. Et vous voyez que quand on donne 15 mètres cubes par heure et par personne aux enfants, on est dans un niveau qui n'est acceptable que pour une partie restreinte de l'année. Voilà une norme qui met bien au clair les choses. Les valeurs de CO, alors attention, les chiffres là, ça veut dire, vous voyez, c'est la quantité de CO qui s'ajoute à celui de l'air extérieur. Alors, comme on a dans l'air extérieur qui arrive entre 350 et 400 ppm, eh bien, en principe, il ne faut pas ajouter plus de 500 à 800, mais ça nous fait du 1000, autour de 1000 ppm. Voilà, les renouvellements d'air, les moyens, ça je pense que d'abord il nous faudrait créer un métier parce que une fois c'est l'électricien qui pose la ventilation, une autre fois c'est le plombier, il nous faudrait un métier de ventiliste et parce que regardez ça c'est une prise d'air pour une double flux au bas du mur d'entrée d'un garage. C'est génial. Là, vous voyez, la voiture rentre, elle envoie les gaz d'échappement qui rentrent dans la prise d'air de la ventilation. Donc, c'est invraisemblable ce qu'on trouve comme idée géniale, mais vraiment grave, dans le système de ventilation. Alors là, on a plein de défauts. Voilà, de nouveau, vous l'avez là. On oublie le détalonnage des portes dans la ventilation simple flux, par exemple. C'est quand même très important, sinon la pièce n'est pas ventilée. Voilà. On doit protéger les gaines quand elles arrivent. Alors, soit elles sont protégées d'origine, soit on met un peu de plastique pour pas que ça se salisse sur le chantier, parce que sinon on va installer ça surtout en double flux. On va installer ça avec la poussière, avec les micro-organismes dedans. Voilà, on mesure, on contrôle. Voilà, et bien je fais un petit peu de sprint à la fin. Bon, mais je répondrai à vos questions quand même, hein, mais merci en tout cas parce que c'était peut-être un peu trop long, hein, Gaëlle, non? Absolument pas, c'était absolument pas long, c'était même passionnant. Oui, en fait, je ne sais pas si tous ont résisté là. Hein. Bah, si, bah, j'espère bien qu'ils ont résisté. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de résister au final, quand on regarde bien. Bon, c'est bien. En tout cas, s'il y a des questions, on peut
Et suivant le temps, votre temps aussi, hein. Bien sûr. Alors moi j'en aurais une. Enfin, j'en aurais une. J'en ai plein hein, sur mon cahier. J'en ai noté des tonnes. J'aimerais juste savoir, comme ça, au niveau de la prospective, savoir où en sont les écoles d'architecture sur cette question sur cette problématique santé et conception Ça bouge, hein, bâtiment. ça bouge, Est-ce ça que bouge. ça Ah ouais, bouge? ah ouais. D'accord. Parce que moi, j'ai commencé à intervenir en école d'archi avec l'école Paris-La-Villette en 80, au moment du HQE, donc fin des années 90. Hein. D'accord. C'était la première école qui avait intégré la santé. Après, il y a eu Nantes. Montpellier a une formation importante. Bordeaux. Non, là, les écoles d'archi, Marseille, j'ai intervenu pas mal à Marseille. Non, c'est vrai que bon, c'est un peu vampirisé aussi par le problème environnemental et énergétique. Hein. Il faut bien s'en rendre compte. Mais quand même, non, je trouve que quand même Grenoble, non, Lyon, dans toutes ces écoles d'archi, c'était les premières dans les acteurs du bâtiment, c'était vraiment les premières, les écoles d'archi. Après, il y a les ingénieurs. Bon, lundi, je suis à Caen dans les ITC, les ingénieurs de technique de construction, mais eux se sont emparés de cette plus modérément et plus tard. Donc, D'accord. non, les archis ont un temps d'avance. D'accord. Et alors, autre question, est-ce que vous avez en tête des architectes ou des cabinets d'architecture qui placent, je dirais, la santé, alors pas en haut du panier, parce qu'évidemment, il y a une approche holistique à avoir, mais qui véritablement Ah prennent oui, en oui, compte la oui. santé Ah oui. intensément, ouais. Oui, oui, oui. On travaille avec pas mal de cabinets d'architecture et même des promoteurs, des majors de la construction qui intègrent ça. Maintenant, ça devient, même, ils ont des référentiels, même sur la santé. Non, non, ça bouge, ça bouge. Hein. Bon, on fait. Mais je trouve que c'est bien. La démarche, elle est bien enclenchée. Je crois que c'est. Et maintenant, je me dis, c'est les maîtres d'ouvrage qu'il faut faire bouger. Bah, c'est exactement ça. C'était une des premières questions, puisque dès le début, vous parliez Ouais. d'astuces pour les former. Et donc, Il faut y arriver, là. Il faut qu'on trouve un moyen. Hein. Alors, il faut peut-être valoriser, parce qu'il y a des promoteurs, hein, ils ont compris que c'était vendeur aussi, quand même, hein, surtout dans le logement, hein, je parle. Hein. Je ne parle pas du maître d'ouvrage public qui fait les équipements. Bon, les écoles, on pouvait les faire bouger, hein, quand même. Bon, et quand même, en principe, il y a quand même une prise de conscience. Les crèches, enfin, les 1000 premiers jours, c'est vraiment, les crèches, c'est vraiment le bâtiment qui devrait intégrer ça systématiquement. Hein. Bon, mais je trouve que maintenant, pas mal de promoteurs se mettent des petits référentiels, réfléchissent comment ils intègrent, parce qu'ils ont compris que ça peut être vendeur aussi. Mmh, mmh. Oui, oui, oui. Et puis, il voit bien effectivement les dégâts même des bâtiments neufs en termes Bien d'acoustique, de balcons sur de grandes sûr, avenues, bien sûr, et bien même sûr, si les bâtiments sont merveilleux, tout à bien fait. sûr, bien sûr. Alors, je me tourne vers, apparemment, il n'y aurait pas de questions. Alors, par contre, énormément de remerciements. Merci beaucoup. Bon, C'est alors c'est bien. très complet et très intéressant. On pouvait faire encore plus complet, Très hein. intéressant. Oui, mais alors pas en 2 heures. Pas en 2 heures, Suzanne. Alors, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Madame Déhou? Profitez-en parce que Madame Déhou est une grande spécialiste du chant, reconnue. Non, je chante pas bien, hein, je chante pas Ah bien. oui, PS, du chant de pratique. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'occasion. Voilà, vous êtes remerciée à nouveau, Suzanne, à propos de votre merveilleuse intervention, effectivement. Moi, avant qu'on se quitte, et de toute façon, d'une part, Suzanne, je vous recontacterai parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Et j'avais envie vraiment de conclure en disant que ce que j'ai découvert là en vous écoutant dans le cadre de ce webinaire et avec la façon dont vous l'avez mené, c'est que cette problématique santé bâtie en fait est une fenêtre sur les sciences humaines, la Ah ben c'est sociologie, sûr, ah ben mais c'est sûr, aussi la science.
Et je trouve ça palpitant en termes de recherche et d'observation de l'humain au tout début 21e siècle. Ouais, ouais. Voilà, Il serait donc temps. merci. Ouais, merci pour Mais moi, tous c'est moi ces qui vous liens. remercie de votre attention et de votre écoute. Voilà. Et en tout cas, j'ai toujours plaisir à partager parce que je pense qu'on a besoin d'être tous, on est pluridisciplinaires et l'approche, elle est automatiquement pluridisciplinaire. Ouais, Donc, on a besoin d'être tous ensemble. exactement. Pluridisciplinaire, holistique et vraiment un grand merci, Merci beaucoup Suzanne aussi. Déo. Et bonne À- soirée. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de dormir, hein, toutes ces mauvaises nouvelles. Non, non, on va en faire quelque chose de très positif. On va Ah faire bon, bouger d'accord, le champ de pratique. d'accord. À, à très bientôt, Suzanne, et je vous À très contacte bientôt. Au à revoir et bonne très bientôt. soirée. Au revoir, Bonne bonne soirée. soirée. Mille Au merci. revoir. Mille merci. Au revoir.